J'ai trouvé un message dans le téléphone d'Antoine. Ce n'était pas intentionnel. Pas de la fouille. Je ne suis pas ce genre de femme. Ou peut-être que je le suis devenue. Non, mentine, je suis devenue, sans m'en rendre compte. Son téléphone était posé sur le plan de travail de la cuisine, vibrant sans cesse. Une vibration agaçante, métallique, sur le granit froid. Le mien était en charge à l'étage. J'attendais un appel de l'école de Chloé concernant une sortie scolaire. J'ai pensé que c'était peut-être l'école qui se trompait de numéro. J'ai glissé mon pouce sur l'écran sombre. Il s'est allumé. La notification était là. Un message WhatsApp de Sophie B. Son assistante. Ce n'était pas le message qui m'a frappé. C'était la miniature floue juste en dessous. Une vidéo. Mon cœur a fait un bond étrange. Une sorte de chute sourde. J'ai appuyé dessus. Le son était faible au début. Juste un souffle. Puis il a monté, grimpant en flèche. C'était moi. Ma voix. Une version de ma voix que je ne reconnaissais pas. Une voix que je détestais. Elle était stridente, aiguë, au bord de la rupture. « Chloé, je te l'ai dit 10 fois. 10 fois. Tu ne peux pas te concentrer 2 minutes? C'est simple pourtant. Regarde !» C'était la veille. J'étais épuisée. Chloé pleurnichait sur un problème de maths simple, un problème de retenue. La caméra bougeait, tremblait légèrement. C'était Antoine. Il était resté dans l'ombre du couloir. Il m'avait filmé. Filmé à mon insu, dans mon moment le plus laid, le plus vulnérable. Le moment où j'échouais en tant que mère. Puis j'ai vu son message, envoyé juste en dessous de la vidéo. Voilà exactement pourquoi je préfère faire des heures supplémentaires au bureau plutôt que de rentrer à la maison. Le souffle m'a manqué. C'était comme recevoir un coup de poing dans l'estomac, un coup qui vous coupe la respiration. Je n'arrivais plus à inspirer. L'air était bloqué. J'ai fait défiler vers le haut. Mis mes doigts de sont devenus engourdis. La réponse de Sophie est arrivée, presque immédiate. Un emoji câlin, un de ces emojis jaunes avec 2 mains ouvertes, un geste de pitié. Suivi de « Pauvre monsieur Antoine, le travail est déjà si fatigant, rentrer chez soi doit être une épreuve. Je vous plains, je vous plains. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté le téléphone contre le mur. Une vague de froid intense m'a envahi. Un froid polaire partant de ma poitrine et se propageant jusqu'au bout de mes doigts, jusqu'à la racine de mes cheveux. J'ai juste verrouillé l'écran. J'ai reposé le téléphone délicatement, exactement au même endroit, dans la même position, comme si je n'avais rien vu. Ma main tremblait, pas beaucoup, juste un peu. Un tremblement fin, interne, presque invisible, le mépris. Ce n'était pas de la colère, pas de la jalousie envers Sophie. C'était le mépris glacial d'Antoine. Il ne me voyait plus comme sa femme, il ne me voyait même plus comme une personne. Il m'avait réduite à ça. Une caricature hurlante, une anecdote dégradante, une blague à partager avec sa jolie assistante pour s'attirer sa sympathie. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres. Un matin de semaine à Lyon est un champ de bataille. Le réveil sonne à 6h30. L'obscurité est encore là. Je sors du lit. Le plancher laissait froid sous mes pieds. Antoine ne bouge pas, un bras replié sur ses yeux. J'ai secoué doucement Chloé. « Ma chérie, c'est l'heure. » Elle a grogné, s'enfonçant plus profondément sous sa couette rose. J'ai tiré les rideaux. La lumière grise de la ville est entrée, une lumière métallique. Le ciel était bas. Allez, debout. L'école. J'ai traversé le couloir. La porte de la salle de bain était fermée. La lumière filtrait par le bas. « Antoine ?» J'ai poussé la porte. L'odeur de la vapeur et autre chose. Je l'ai vu, assis sur les toilettes. La même position, chaque matin, invariable. Son pantalon de costume était baissé à ses chevilles attillées. Les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Le défilé sans fin des vidéos courtes. Le son était coupé, mais la lumière bleue de l'écran dansait sur son visage fatigué, sur le début de sa calvitie que la lumière du dessus accentuait. Il ne m'a même pas regardé. « Tu n'oublieras pas de griller 2 tartines pour Chloé, s'il te plaît ?» ai-je lancé. Il a émis un son indistinct, un « fatigué, venant du fond de sa gorge. Ce n'était pas un « oui ». Ce n'était jamais un « oui » clair. C'était le son de quelqu'un qui fait semblant d'écouter, qui attend juste que je parte. J'ai bataillé avec Chloé pendant 10 minutes, la sortir du lit, l'habiller. Je n'aime pas ce pull, il gratte. Il ne gratte pas, c'est celui que tu as choisi hier. Il fait froid aujourd'hui. Mais le-ci. Et ça sert à rien ce que c'était. Non, je veux le t-shirt à paillettes. Il fait 10 degrés, Chloé. Tu ne mettras pas de t-shirt. C'est une lutte, chaque matin, une lutte d'usure. Une lutte qui me vide avant même que la journée n'ait commencé. Quand j'ai enfin réussi à la traîner dans la cuisine, j'ai su. Le silence. Le grille-pain était vide, froid. Sa surface en inox reflétait mon visage fatigué.
Sur le comptoir, rien, pas de pain, pas de beurre. Et l'évier était une montagne de vaisselle sale, les assiettes du dîner d'hier, les verres à vin d'Antoine. Il avait reçu un ami, les couverts collants, le plat à gratin avec des restes de fromage carbonisé. Tout était là. Il fait déjà chaud pour un mois d'octobre à Lyon, une chaleur humide, stagnante. Une odeur aigre me prend à la gorge, l'odeur de la nourriture qui commence à tourner, mélangée au vin rouge séché. Le lait caillé au fond du bol de céréales de Chloé de la veille. C'est l'odeur de notre vie, l'odeur de la négligence, l'odeur de l'abandon. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé son numéro, je l'entendais sonner dans la salle de bain, à quelques mètres de moi, une sonnerie étouffée. Il a décroché. Quoi ? Sa voix était agacée. Tu n'as pas lavé la vaisselle. Ma voix était plate, froide, ce n'était pas une question, c'était un constat. Et tu n'as pas fait les tartines. Il y a eu un silence. J'ai entendu le son d'une vidéo qui reprenait. Il l'avait juste mise en pause. J'étais trop fatiguée hier soir en rentrant, dit-il enfin. Sa voix était pâteuse. Laisse, je le ferai ce soir. Ce soir, Antoine, regarde l'évier. Il n'y a plus une seule assiette propre. Il n'y a plus de bol. Je ne peux pas, Élise. J'ai une réunion à 8 heures. Je suis déjà en retard. J'ai aussi une réunion, par téléphone, à 9 heures. Je n'ai pas le temps de faire ta vaisselle. Sors lui acheter quelque chose en chemin, alors, un croissant. Tu n'as pas le temps de mettre 2 tranches de pain dans un grille-pain, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Mais tu as le temps de rester assis sur les toilettes pendant 20 minutes à regarder des vidéos. Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Il avait raccroché. Le bip, 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 le silence. Juste le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai fermé les yeux. J'ai serré le téléphone dans ma main. J'ai compté jusqu'à 3. J'ai ouvert le placard. J'ai sorti une boîte de céréales sèches, celle que Chloé déteste le moins. J'en ai mis une poignée dans un sac en plastique. J'ai attrapé une banane sur le comptoir. Elle était trop mûre. Tiens, dis-je à Chloé, tu mangeras ça en voiture. Elle a fait la moue, mais elle a pris le sac. Elle savait, elle sentait la tension. Après l'avoir déposée à l'école, je suis rentrée. L'appartement était silencieux, mais l'odeur était toujours là. L'odeur de l'échec, l'odeur du ressentiment. Je me suis assise à mon bureau. Ce n'est pas un bureau. C'est un petit coin que je m'étais aménagé dans le salon, entre la bibliothèque remplie de ses livres de management et la fenêtre qui donne sur la rue Grise. Ma belle-mère a presque 80 ans. Sa santé est fragile. Elle refuse de quitter sa maison de campagne dans la Drôme. Elle a besoin de visites, de soins, d'argent pour le chauffage. Ma propre mère doit s'occuper des enfants de mon frère aîné. Son divorce a été compliqué. Alors s'il y a 3 ans, quand mon poste dans une agence de communication a été restructuré, la décision a été prise pour moi. C'était logique. Antoine venait d'avoir sa promotion. Il gagnait plus. J'ai arrêté de travailler. Je suis devenue mère au foyer, à plein temps. Un travail sans salaire, sans horaire et sans reconnaissance. L'écriture est une nouvelle activité. Quelque chose que j'ai commencé il y a 6 mois. Une bouée de sauvetage. Un fil ténu auquel me raccrocher. Je rédige des articles pour des blogs, des contenus web pour de petites entreprises. Comment optimiser votre SEO ? Les bienfaits du thé vert. Chaque article me rapporte 50 ou 60 euros et je dois souvent les réécrire. Encore et encore, les clients sont exigeants, ils veulent tout pour rien. Antoine s'en était moqué ouvertement il y a quelques semaines. Nous étions au lit, j'avais mon ordinateur portable sur les genoux. Il était presque minuit. J'essayais de finir une livraison. Il a soupiré bruyamment, un soupir théâtral. « Tu es encore là-dessus ?» J'ai fait semblant de ne pas entendre. « Élise, tu restes éveillée jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Ton dos te fait mal. Tout ça pour gagner quoi ? Quelques centimes. Franchement, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» Il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre ce que c'était. Devoir lui demander de l'argent chaque mois, chaque début de mois, la même petite humiliation. Je devais attendre le bon moment. Attendre qu'il soit de bonne humeur. Après un bon repas. Ou quand il avait décroché un contrat. « Fais-ci, Antoine, tu peux me faire le virement pour les courses et les frais de Chloé ?» Et entendre sa phrase. Toujours la même, dite sur un ton léger, presque distrait, pendant qu'il regardait ses emails. Quoi déjà ? Il levait les yeux de son téléphone. « Je t'ai donné plus de 1 000 euros la semaine dernière. Tu les as déjà dépensés ?» Il ne disait jamais notre argent. Il disait « Je t'ai donné », comme une allocation, comme une faveur, cette phrase. Légère comme l'air, lourde comme une pierre dans mon estomac. Elle me rappelait que je ne produisais rien, que je ne valais rien, que je n'étais qu'un coût, une dépense. Devoir tendre la main à cet homme, qui était autrefois mon égal, l'homme avec qui j'avais partagé des nouilles instantanées dans notre chambre d'étudiant. Cela me faisait me sentir petite,
minuscule, incapable de lever la tête. Alors oui, même si je ne gagnais que 300 ou 400 euros par mois, c'était mon argent. Je le mettais sur un compte séparé, un compte qu'il ne connaissait pas. C'était ma valeur, ma fierté, c'était la preuve que je pouvais encore respirer par moi-même, que je n'étais pas complètement dépendante de son humeur, de sa générosité calculée. Moi aussi j'avais fait une grande université. Nous nous étions rencontrés à l'université de Lyon. Nous étions dans le même cours de macroéconomie. J'avais eu mon diplôme avec mention, mieux que lui. Avant de m'arrêter, j'avais un bon travail dans la communication. J'avais un salaire de plus de 2000 euros par mois. Ce n'était pas le sien, mais c'était le mien. Je gérais des projets, des équipes. Les gens m'écoutaient quand je parlais. Mes opinions comptaient. Je n'étais pas ça. Je n'étais pas cette femme invisible qui suppliait pour des tartines le matin. Je n'étais pas cette femme pathétique qui se faisait filmer comme une bête curieuse par son propre mari. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé. J'ai ignoré l'évier. Si je le regardais, si je cédais et que je lavais sa vaisselle, il aurait gagné. Et après avoir vu cette vidéo, je ne pouvais pas le laisser gagner. Pas aujourd'hui. Je me suis plongée dans un article. 5 astuces pour gérer le stress parental au quotidien. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la couper au couteau. J'ai écrit. J'ai écrit sur la patience, sur l'importance du dialogue, sur le fait de prendre du temps pour soi. Chaque mot était un mensonge. Chaque phrase était une farce. Mais j'ai écrit. J'ai écrit pendant des heures. C'était la seule chose que je savais encore faire. Mettre des mots sur le chaos, même si ces mots n'étaient pas les miens. J'ai écrit pour oublier le froid dans ma poitrine et l'image de ma propre voix hurlante envoyée à une autre femme. J'ai terminé l'article. Je l'ai envoyé. J'ai reçu l'accusé de réception automatique. C'était fait pour aujourd'hui. La maison était silencieuse. L'évier était toujours plein. Je l'ai regardé. Il me narguait, comme un monument à ma propre impuissance. La vidéo, le message d'Antoine. Je vous plains. Un frisson m'a parcouru. Non, je ne céderai pas. Je ne laverai pas sa vaisselle. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je suis sortie de la cuisine. J'ai fermé la porte. Un geste puéril peut-être, mais c'était tout ce qu'il me restait. Si je ne voyais pas le désordre, il n'existait pas. Vers midi, une idée m'a traversé l'esprit. Une petite étincelle, faible mais tenace. Le film, L'horizon perdu. Je voulais le voir depuis sa sortie. Une épopée de science-fiction, le genre de film qui vous fait oublier qui vous êtes, où vous êtes, pendant 2 heures. Un film qui vous emmène loin. J'avais besoin d'aller loin. Chloé n'aimait pas ça. Elle préférait les dessins animés, les princesses, les mondes colorés et simples. Et Antoine s'endormait. Il disait que c'était des bêtises pour adolescents attardés. Lui qui, autrefois, analysait des films compliqués pendant des heures. Je regardais l'affiche sur mon téléphone. Dernier jour. Les lettres rouges me criaient dessus. C'était maintenant ou jamais. Bientôt, il serait retiré de l'affiche. J'étais tellement prise par Chloé, par la maison, par la corvée de ces articles sans âme, que je n'avais pas encore trouvé le temps d'y aller. Y aller seule. L'idée était terrifiante, presque transgressive. Sortir, seule, le soir, laisser Chloé avec son père, comme une vraie personne, une adulte autonome. Est-ce que j'avais encore le droit de l'être? J'ai envoyé un message WhatsApp à Antoine. Mes doigts étaient un peu raides. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Tu fais des heures supplémentaires ce soir? Je l'ai envoyé. J'ai regardé les 2 petites coches grises. Pas de réponse. Il était en réunion, où il déjeunait avec Sophie, où il m'ignorait, probablement les 3. J'ai essayé de ne pas y penser. J'ai essayé de travailler. J'ai mangé un yaourt, debout dans le salon, devant la fenêtre. Je n'ai pas eu le courage de retourner dans la cuisine. Je ne voulais pas affronter la porte fermée. J'ai commencé des recherches pour un autre article. Les 10 meilleures destinations pour un week-end romantique. Je riais, un rire sec, sans joie, romantique. Les heures passaient. Mon téléphone est resté silencieux. 14 heures, 15 heures. Je commençais à perdre espoir. La petite étincelle s'éteignait, comme une bougie dans un courant d'air. Bien sûr qu'il allait rentrer tard. Il rentrait toujours tard. Et même s'il rentrait tôt, il serait fatigué. Il voudrait s'affaler sur le canapé, allumer les infos en continu. Il ne voudrait pas que je l'abandonne avec Chloé. C'était le mot qu'il utilisait. Tu m'abandonnes avec elle? Comme si sa propre fille était une punition. Et puis, à 4 heures de l'après-midi, alors que j'avais presque renoncé, mon téléphone a vibré. Un message de lui. Je devrais être à la maison vers 19 heures. 19 heures. Mon cœur a fait un bond. Un soubresaut violent, inattendu. J'ai relu le message. 19 heures. C'était possible. J'ai immédiatement ouvert l'application du cinéma. Le cinéma UGC près de la Part-Dieu.
à 2 kilomètres de la maison. 20 minutes à pied, séance de 19h20. Parfait. S'il rentrait à 19h, j'avais le temps. Je pouvais filer, j'ai réservé ma place. Rangée G, siège 12, au milieu, la place parfaite. J'ai payé en ligne avec la carte de crédit liée à mon petit compte. Mon argent. Le billet est apparu sur mon écran. Un code QR. La preuve. C'était réel. Je sortais. Ce soir. En y réfléchissant, durant ces 3 années, ces 3 longues années de mère au foyer. Le nombre de fois où j'étais allée au cinéma, je pouvais les compter sur les doigts d'une seule main. Et encore, je n'avais même pas besoin de tous les doigts. 0. Pas une seule fois. Pas seule. Pas avec lui. Nous étions allés voir des films pour enfants. Des films d'animation où je m'endormais, épuisée, la tête de Chloé lourde sur mes genoux. Mais un film pour moi, un film d'adulte, jamais. Je me suis souvenue de l'époque où nous étions étudiants, à l'université. Lyon 2, nous étions fauchés, vraiment fauchés. Nous partagions un studio de 18 mètres carrés sous les toits, rue de la République. Il faisait une chaleur étouffante en été et un froid glacial en hiver. Nous vivions de pâtes au beurre et de café filtre. Notre activité préférée, notre seul luxe, c'était d'économiser pour aller voir un film. Nous n'avions pas d'argent, mais nous avions du temps, un océan de temps. Nous choisissions les séances du matin, celles à 5 €. Nous achetions un seul paquet de chips que nous partagions en cachette dans la salle obscure, en essayant de faire le moins de bruit possible avec le sachet. Antoine me glissait des chips dans la main sans me regarder. Nous restions jusqu'à la toute fin du générique. Nous lisions tous les noms. Parfois, en sortant, il était 1 ou 2 heures du matin, surtout quand on enchaînait 2 films, en oubliant de sortir de la salle. Nous marchions dans les rues vides de Lyon. La ville était silencieuse, magique. L'air était frais. Nous n'avions pas d'argent pour prendre un taxi et le dernier métro était passé depuis longtemps. Alors nous marchions des kilomètres pour rentrer. Nous traversions le pont de la Guillotière, main dans la main. L'eau du Rhône était noire, brillante sous les lumières. Nous discutions passionnément du scénario, des acteurs, de la fin. Antoine avait des théories incroyables. Il voyait des choses que je ne voyais pas. Il déconstruisait la structure narrative. Il parlait des choix de caméra, des couleurs. Il était brillant à l'époque, vif. Ses yeux pétillaient, même dans la pénombre. Nous refaisions le monde sous la lumière jaune des lampadaires. Nous nous arrêtions pour nous embrasser. Des baisers longs, froids, qui avaient le goût de sel des chips. Les rues étaient silencieuses. Seule la lune, au-dessus de la colline de Fourvière, nous tenait compagnie. Où était passé cet homme? L'homme qui pouvait parler de cinéma pendant 2 heures? L'homme qui tenait ma main si fort? Où était passée la femme qui l'écoutait, qui buvait ses paroles? Cette femme, c'était moi. Je suis sûre que c'était moi. Un bruit m'a tiré de ma rêverie. Le clic de la serrure. Mon cœur s'est emballé. C'était Chloé, l'heure d'aller la chercher à l'école. J'ai attrapé mes clés. J'ai failli trébucher dans l'entrée. Quand nous sommes rentrés, j'étais différente. J'avais un secret, un plan, une anticipation joyeuse. J'ai préparé le dîner de Chloé tôt. Des pâtes simples, avec un peu de sauce tomate en bocal. Elle a mangé devant la télévision, ce que je ne la laissais jamais faire. Exceptionnellement. Maman, pourquoi on mange si tôt? Maman a quelque chose à faire ce soir, ma chérie. Papa va te coucher. Ah, d'accord. Elle était ravie de regarder la télé. Je l'ai mise au bain. Je l'ai laissée jouer avec ses jouets en plastique plus longtemps que d'habitude. J'écoutais ses rires, ses histoires. Pendant qu'elle jouait, je suis allée dans notre salle de bain. Pas la sienne, la nôtre. Celle que je n'utilisais presque jamais, préférant la petite douche de Chloé. J'ai pris une douche rapide, l'eau chaude sur ma peau. Je me suis séchée. J'ai ouvert mon tiroir à maquillage. Il était couvert de poussière. Je me suis maquillée, légèrement. Juste un peu de mascara pour ouvrir mon regard fatigué. Un peu de baume teinté sur mes lèvres, pas le rouge à lèvres rouges que je portais avant, celui qui, selon Antoine, me rendait vulgaire. Juste assez pour me sentir vivante, humaine. J'ai choisi un jean propre, un pull doux, couleur crème, celui qu'il aimait bien, avant. L'idée de m'échapper, même pour 2 heures, échapper à Chloé, échapper à Antoine, échapper à la cuisine, à l'odeur de nourriture froide, à l'évier, qui débordait toujours. Je n'avais pas ouvert la porte. Il était toujours là. Je le savais. Juste moi. Dans le noir, seul, devant un grand écran. Je ressentais une véritable impatience. Une joie simple, presque enfantine. Une bouffée d'oxygène pur. J'étais presque heureuse. J'ai sorti Chloé du bain. Je l'ai séchée. Je l'ai mise en pyjama. Elle lisait un livre sur son lit. Il était 18h25. Antoine allait bientôt arriver. Tout était parfait. J'ai vérifié mon billet sur mon téléphone. 19h20.
Je pouvais partir à 18h50, j'arriverais juste à temps. À 18h30, mon téléphone a vibré. Je l'ai attrapé, le sourire aux lèvres. Peut-être qu'il prévenait qu'il était en bas. C'était un message de lui. Élise. Mon estomac s'est noué. Juste son nom, pas de ma chérie. Juste Élise. Le client A m'invite à dîner. Je ne peux pas refuser. Ne m'attends pas. Je suis restée immobile. J'ai lu le message une fois, 2 fois. Les mots dansaient. Client A. Ne peut pas refuser. Le son de la télévision dans la chambre de Chloé. Les bruits de la rue. Tout s'est estompé. Je me suis regardée dans le miroir sombre du couloir. Le mascara. Le pull doux. La femme qui avait osé espérer. Quelle idiote. J'ai tapé une réponse. Mes doigts s'étaient lents, engourdis par le froid qui revenait. J'ai déjà acheté le billet de cinéma. Je l'ai envoyé. La réponse a été presque instantanée. Il était en train d'écrire. Il n'avait pas honte. Je suis désolée. Vraiment. Mais ce client est très important. C'est le contrat de l'année. On ne peut pas le contrarier. Tu comprends, n'est-ce pas? Je sentais la fausseté dans ses mots. Le ton faussement compatissant. Tu comprends. C'était un ordre, pas une question. J'ai insisté. Une dernière fois. Une tentative pathétique. C'est la dernière séance ce soir. Demain, il n'est plus à l'affiche. J'ai fixé l'écran, les 3 petits points qui dansent. Il écrit « Le message est arrivé ». Et alors, on prendra l'abonnement VIP sur la plateforme de streaming. On le regardera à la maison. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Ces 2 mots. Ils ont résonné dans le silence de mon crâne. Ce n'est pas pareil. Ce n'est tellement pas pareil. Comment pouvait-il penser que c'était pareil? Regarder un film à la maison, c'était être interrompu toutes les 10 minutes. C'était Chloé qui se réveillait d'un cauchemar et qui voulait un verre d'eau. C'était Antoine qui répondait à ses emails sur son téléphone, la lumière bleue de son écran éclairant son visage fermé dans le noir, me rappelant qu'il n'était pas vraiment là. C'était s'endormir au bout de 20 minutes, épuisé par la journée, et se réveiller avec le son du générique, un filet de bave au coin de la bouche. Ce n'était pas une évasion, c'était juste une autre corvée, une autre tentative ratée de faire quelque chose ensemble, une autre preuve de notre échec. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que je ne voulais pas voir le film avec lui. Je voulais juste sortir, seule, être moi. Pendant 2 heures, mais je n'ai pas écrit tout ça. Je n'ai pas voulu me disputer. À quoi bon? L'étincelle était morte, noyée, écrasée. J'ai regardé le billet sur mon téléphone. Le code QR, inutile. J'ai tapé un dernier mot. D'accord. Je n'ai même pas ajouté de points. J'ai éteint le téléphone. Je suis restée dans le couloir sombre. L'odeur de la cuisine, même la porte fermée, semblait s'insinuer sous le bois. L'odeur aigre de ma vie, de l'espoir déçu. J'ai éteint le téléphone. Je suis restée dans le couloir sombre. C'est pareil. La petite joie, cette impatience enfantine. Elle n'est pas partie. Elle a été assassinée. Elle s'est vidée de son sang sur le sol de l'entrée. Je suis restée là, immobile. Combien de temps? 1 minute? 5? Je ne savais pas. Je suis allée dans la salle de bain, la mienne, celle où je m'étais préparée. J'ai allumé la lumière. Le néon blanc a clignoté, puis s'est stabilisé. Un éclairage dur, impitoyable. J'ai pris un coton. J'ai versé du démaquillant dessus. J'ai appuyé le coton sur mes lèvres. Le baume teinté a disparu. J'ai frotté mes cils. Le mascara a coulé. J'ai pris un autre coton. Je l'ai pressé sur mes yeux. Quand je l'ai retiré, il était noir. J'ai pris une lingette. J'ai frotté mon visage. Le rouge à lèvres que j'avais évité, le vrai rouge. Il y avait une trace sur le coton. Je me suis souvenu de ce que disait le 21. Non, ce n'était pas le 21. C'était ma vie. Une trace rouge qui bave. Mon rouge à lèvres a bavé. Il s'est étalé sur mon menton. Une tache écarlate, comme une cicatrice mal refermée. J'ai frotté plus fort. Ma peau est devenue rouge, irritée. J'ai rincé mon visage à l'eau froide, l'eau glacée. Elle m'a aidé à ne pas pleurer. Chloé est arrivée en courant, en pyjama. Elle a cligné des yeux en me voyant, le visage dégoulinant. « Maman ?» Elle a penché la tête. « Tu ne vas plus au cinéma ?» J'ai attrapé une serviette. Je me suis essuyé le visage. « Non, ma chérie. » Ma voix était rauque. J'ai dû m'éclaircir la gorge. « Non, je n'y vais plus. Papa doit travailler tard. Il ne rentre pas. » Le visage de Chloé s'est illuminé. Un sourire pur, radieux, qui m'a transpercé le cœur. « Super !» s'écria-t-elle en tapant dans ses mains. « Alors tu peux m'aider à finir mes devoirs. Tu m'avais promis. » Oui, je lui avais promis. L'alternative à ma liberté. Ma prison, la joie de ma fille. J'ai forcé un sourire. « Oui, ma chérie, bien sûr. Va chercher ton cahier. » Elle est repartie en sautillant. « Super !» Je me suis regardée dans le miroir. J'ai retiré le pull doux couleur crème. Je l'ai plié. Soigneusement.
Je l'ai rangé dans le tiroir. J'ai enfilé un vieux t-shirt, celui avec lequel je dormais. Il avait une petite tache de javel sur le col. Mon uniforme. La lumière blanche et froide du néon frappait mon visage dans le miroir. Un visage nu, pâle. Mes yeux étaient cernés. L'éclat d'espoir avait disparu. Le vin Anne avait raison. Je ressemblais à un fantôme dans ma propre maison. Je me suis assise à la petite table dans sa chambre. Alors, on en était où? Les additions. Chloé s'est assise, mais elle n'était pas vraiment là. Ses devoirs étaient une corvée, une torture qu'elle ne voulait faire qu'avec moi, mais qu'elle ne voulait pas faire du tout. Maman, tu savais que Léa part en vacances à la neige? Chloé, concentre-toi. 7 plus 5. Mais c'est facile, c'est... Maman, je peux avoir un verre d'eau, ça? Tu as bu il y a des 10 minutes. Fais ce calcul. Mais j'ai soif. Je suis allée chercher de l'eau. Elle a bu une gorgée. 7 plus 5, Chloé. Elle a regardé le plafond. Je ne sais pas. Bien sûr que si, tu sais. On l'a fait hier. Tu prends sept. Je dois aller aux toilettes. Tu viens d'y aller avant le bain. Mais c'est urgent. Elle est partie. J'ai entendu ses petits pieds courir dans le couloir. J'ai attendu. Je regardais le cahier. 7 plus 5, 8 plus 4, 9 plus 3. Le principe de la retenue. C'était si simple. Pourquoi ne comprenait-elle pas? Elle est revenue, entraînant les pieds. Elle s'est rassise. Elle s'est affalée sur la table. J'ai mal au dos. Assieds-toi droit. J'ai mal aux fesses. C'est tout dur. Chloé. Ma voix commençait à changer. Je la sentais monter. La fatigue de la journée, la déception du cinéma, le froid de la vidéo que j'avais vue ce matin, tout remontait. Chloé, s'il te plaît, concentre-toi. Mais c'est nul. Ce n'est pas nul. C'est important. Allez, 7 plus 5. Maman, pourquoi Léa, elle peut partir et pas moi? On parlera de Léa plus tard. Maintenant, les maths. Elle a pris son crayon. Elle a dessiné une fleur dans la marge. J'ai attrapé sa main. Non, pas de dessin. Elle a sursauté. Il était plus de 9 heures du soir. Elle aurait dû être au lit. Elle bâillait. Maman, je suis fatiguée. On finit cette ligne et tu vas au lit. Allez. J'ai essayé de lui expliquer. Une fois, 2 fois. Tu vois, c'est simple. Tu prends 3 au 5 pour le donner au 7. Ça fait 10. Et il reste... Quoi? Pourquoi on donne des chiffres? C'est la méthode. C'est pour faire 10. Je ne comprends pas. Mais Chloé, je te l'ai déjà dit. Ma voix montait. Je l'entendais. Elle devenait stridente. Elle devenait exactement comme la voix dans la vidéo. Je te l'ai déjà dit 10 fois. 10 fois. Tu ne peux pas te concentrer 2 minutes? C'est simple pourtant. Regarde. J'ai crié. Le mot a explosé dans la petite chambre rose. Chloé s'est figée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Sa lèvre inférieure a commencé à trembler. Et mon cœur s'est brisé. Je suis devenue elle. Je suis devenue le monstre de la vidéo. Je l'ai fait, encore. Je savais que c'était mal. L'homme qui avait partagé mes nouilles instantanées et mes rêves. Et je n'ai vu qu'un étranger. Un étranger fatigué, un peu ivre, qui sentait le savon d'hôtel. J'ai vu l'homme qui m'avait filmé. J'ai vu l'homme qui m'avait partagé. J'ai vu l'homme qui avait invité une autre femme à se moquer de moi. Je vous plains. Le froid est revenu. Je me suis détournée. Lentement, je ne lui ai pas tourné le dos avec colère. Je lui ai tourné le dos comme on ferme une porte. Je suis allée dans le salon. J'ai ramassé le cahier de maths de Chloé sur le sol. Je l'ai fermé. J'ai ramassé les crayons de couleur. Je les ai rangés dans leur boîte. Mécaniquement, je l'entendais respirer derrière moi. Son souffle était lourd. Il était déconcerté. Mon silence n'était pas dans son scénario. Élise, je n'ai pas répondu. Je suis allée dans notre chambre. Je me suis glissée sous la couette. J'ai éteint ma lampe de chevet et je me suis tournée face au mur. De son côté du lit, tout était froid. J'ai entendu ses pas. Il est resté sur le seuil. Il a soupiré, un long soupir frustré. Puis il est reparti au salon. J'ai entendu le clic de la télévision. C'était le début. Le début des jours sans voix. La vie ne s'est pas arrêtée. Elle a continué. Mais elle était différente. Le scénario de ma vie avait changé. La vie, c'est ce que disait le plan. Elle s'est écoulée comme une corde tendue. Un fil de nylon, fin, invisible, mais incroyablement solide. Prêt à couper au moindre faux mouvement. Le lendemain matin, je me suis levée avant lui. Comme toujours. J'ai réveillé Chloé. J'ai chuchoté. Chut, ma chérie. Papa dort. Je l'ai habillée. Nous avons parlé à voix basse. Je l'ai emmenée dans la cuisine. La porte que j'avais fermée la veille était ouverte, l'évier. La montagne de vaisselle était toujours là, intacte. Antoine n'avait rien touché. C'était son test. Il attendait que je craque, que je nettoie sa saleté. J'ai regardé l'évier. J'ai ouvert le robinet. J'ai pris le bol de Chloé. Je l'ai lavé. J'ai lavé sa petite cuillère. J'ai lavé ma tasse à café. J'ai essuyé ces 3 choses. Je les ai rangées. J'ai laissé tout le reste. Ses assiettes,
ses verres à vin, le plat à gratin. J'ai préparé le petit déjeuner de Chloé. Nous avons mangé. Je pouvais sentir la présence de la vaisselle sale. Elle avait une odeur, l'odeur du mépris. Pendant que Chloé mettait ses chaussures, Antoine est sorti de la chambre. Il est entré dans la cuisine. Il s'est arrêté net. Il a regardé l'évier. Il a vu. Il a vu la montagne sale. Et il a vu l'égouttoir, vide à l'exception de nos 3 affaires. Il a compris. Il a tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient furieux. Je lui ai souri. Un petit sourire poli. « Bonjour, j'emmène Chloé à l'école. » Il n'a pas répondu. Il a attrapé la bouilloire avec un geste brusque. Il a vu qu'il n'y avait plus de tasse propre. Je suis partie. Les jours qui ont suivi se sont installés dans cette nouvelle routine. Une routine de silence. Je déposais Chloé, je rentrais. Je m'asseyais à mon bureau, j'écrivais. Mes centimes. Mais ces centimes avaient changé de sens. Avant, c'était de la fierté. Maintenant, c'était un plan d'évasion. Chaque mot que je tapais était un pas de plus hors de cet appartement. Chaque article terminé était un euro de plus sur mon compte secret. Mon travail est devenu mon obsession. Ma seule ligne de vie. Je ne nettoyais que ce que Chloé et moi salissions. La maison était devenue un territoire divisé. Le salon était propre. La chambre de Chloé était propre. La cuisine était son problème. L'évier est resté plein pendant 2 jours. L'odeur est devenue insupportable. Le 3e jour, quand je suis rentrée de l'école, je l'ai entendu. Le bruit de l'eau, le fracas des assiettes. Il était là, en chemise. Les manches relevées, il lavait la vaisselle, il la lavait avec une fureur contenue. Il frottait, il cognait les verres. Je suis restée dans l'entrée. Il ne s'est pas retourné, mais je savais qu'il savait que j'étais là. J'avais gagné. Mais ça n'avait pas le goût de la victoire. Ça avait le goût de la cendre. Les soirées étaient le pire. Le plan le disait. Il rentre tard. Le repas est froid. J'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté de préparer son assiette. Chloé et moi, nous dînions à 6h30. Je lui faisais son bain. Je lui lisais une histoire. Je l'abordais. Elle s'endormait. L'appartement devenait silencieux. Je m'asseyais dans le salon. Avec mon ordinateur. J'écrivais. J'attendais. Non, je n'attendais pas. Je travaillais. J'entendais ses clés dans la serrure. 9h, 10h. Parfois 11h. 11h. Il rentrait vraiment tard. Maintenant. Il avait une bonne raison. Sa maison était devenue cet endroit froid, silencieux, où l'évier débordait. La femme de la vidéo avait disparu, remplacée par ce fantôme poli. Sophie devait être bien plus réconfortante. Il entrait. Il me voyait. « Salut !» Sa voix était plate. « Salut !» Ma voix était tout aussi plate. Je ne levais pas les yeux de mon écran. Le plan. Éviter le contact visuel. Je l'entendais soupirer. Il allait dans la cuisine. Le bip du micro-ondes. Le bruit d'une fourchette contre une assiette. Il ne mangeait plus à table. Il mangeait debout, au comptoir, seul. Il regardait son téléphone. Puis la douche. Puis le lit. Nous dormions dans le même lit. Mais il y avait 1 kilomètre de glace entre nous. Je me tournais vers le mur. Il se tournait vers la porte. Nous ne nous touchions pas. Le silence était si lourd. Parfois, j'entendais son souffle changer. Je savais qu'il était réveillé. Il pensait. À quoi? À sa journée? À Sophie? À quel point j'étais devenue froide et difficile. Le plan avait raison sur un point. Chacun croit avoir raison. Dans sa tête, il était la victime, l'homme qui travaillait dur pour une femme ingrate, une femme qui faisait des crises pour un film manqué, une femme qui laissait la vaisselle s'accumuler par caprice, une femme qui était une mère hystérique. Il avait la preuve en vidéo. Il avait sûrement l'impression de ramer, seul, pour sauver cette famille. Son dîner, avec le client A était une nécessité. Mon désir d'aller au cinéma était un caprice. Sa logique était simple. C'était lui qui rapportait l'argent, le vrai. Donc, c'était lui qui décidait ce qui était important. Mais moi, je savais la vérité. Je savais que ce n'était pas le film, ce n'était even pas le dîner. Ce n'était pas la vaisselle, c'était la vidéo. C'était la trahison ultime. Il n'avait pas couché avec elle. Je ne pense pas. C'était pire. Il avait pris ma plus grande honte, mon échec le plus profond en tant que mère. Et il l'avait offert à une autre femme. Il l'avait utilisé comme un trophée, comme une justification. Voilà pourquoi je ne rentre pas. Il avait brisé notre intimité. Il avait profané ce qui était sacré, notre foyer. Mes erreurs. Il avait invité une étrangère à rire de moi, à me plaindre. Il avait détruit mon honneur. Comment vivre avec quelqu'un qui vous méprise à ce point? Vous ne pouvez pas. Le silence n'était pas une punition, c'était un bouclier. C'était la seule façon de survivre à côté de lui, sans me briser complètement. Alors oui, le mariage était en train de mourir, mais il mourait poliment. Il mourait en silence. Il mourait dans l'ordre.
Le plan? Le mariage se mourait en ordre. Nous étions devenus des colocataires qui se détestaient, mon chassé. Nous ne parlions que de logistique. La facture d'électricité est arrivée. Je la paierai. Mais Chloé a besoin de nouvelles chaussures pour la gym. Laisse le ticket sur la table, je te rembourserai. Il ne disait plus « je te donnerai l'argent ». Il disait « je te rembourserai », comme une transaction commerciale. Nous étions devenus une entreprise en faillite. Nous ne faisions que gérer les dettes. Une nuit, je me suis réveillée. Il était 3 heures du matin. Le silence de l'appartement était total. Il dormait à côté de moi. Son souffle était lourd, régulier. Je me suis tournée. J'ai regardé son visage dans la faible lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre. Son visage endormi, si différent. Les traits tirés par le stress, les cheveux clairsemés, la bouche entr'ouverte. C'était l'homme de l'université de Lyon. C'était l'homme qui m'avait embrassé sur le pont. J'ai cherché au fond de moi. De la colère? Non. De la tristesse? Non. Plus maintenant. De l'amour? Rien. Le vide, un trou noir, froid, absolu. Je ne ressentais absolument rien, et c'est là que j'ai su, vraiment su, que c'était fini. Ce n'était pas une dispute, ce n'était pas une phase, c'était la fin. Le mariage était mort. Il ne restait plus qu'à signer l'acte de décès. La corde était tendue au maximum, et j'attendais juste qu'elle casse. 1 semaine passa, puis 2, le silence devint notre langue, le froid devint notre atmosphère, et les apparences devinrent notre armure. Le plan le disait, les jeux d'apparence, le jeu des apparences. Le dimanche matin, nous étions au parc de la Tête d'Or. La routine, la sortie famille du week-end. Chloé courait en riant après un ballon. Le ciel était d'un bleu éclatant, mais l'air était glacial. J'étais assise sur un banc, mes mains enfoncées dans mes poches. Antoine était à côté de moi, pas trop près. Il avait son téléphone à la main. Il ne me regardait pas. Il regardait Chloé à travers son écran. « Souris !» cria-t-il. Chloé s'arrêta, fit un grand sourire forcé, puis repartit en courant. Antoine zooma, prit la photo, puis il a tourné le téléphone vers moi. « Allez, on en fait une de nous 3. Je n'ai pas envie, Antoine. Élise, c'est pour ma mère. Allez. » Sa mère, l'excuse universelle. Il s'est levé, a tendu le bras. Chloé, viens. Une photo avec maman et papa. » Elle est revenue en courant, s'est blottie entre nous. J'ai senti le bras d'Antoine se poser sur mon épaule. Son contact était froid, même à travers mon manteau. C'était un poids. J'ai levé les yeux, j'ai souri, un sourire parfait. Mes lèvres se sont étirées, mes yeux se sont plissés. Le clic, parfait, dit-il. Il a retiré son bras instantanément. Il s'est rassis et a commencé à taper sur son téléphone. Le soir, quand Chloé fut couchée, je suis allée sur son profil Facebook. Je ne sais pas pourquoi. Une sorte de masochisme. La photo était là, en photo de couverture. Nous 3, baignés dans la lumière dorée du parc. Chloé était radieuse. Antoine souriait, le visage de l'homme d'affaires comblé, le père de famille idéal. Et moi. Je souriais, et mon sourire était le plus réussi de tous. Il était éclatant. Je ressemblais à une femme heureuse, une femme aimée. Je lisais les commentaires. Des collègues, des amis, de la famille. Quelle belle famille. Vous êtes magnifiques tous les 3. Chloé a tellement grandi. Et puis, il y avait le commentaire de Sophie B. Vous avez tellement de chance, monsieur Antoine. Une si jolie femme et une fille adorable. Un vrai bonheur. Un vrai bonheur. J'ai regardé le mot bonheur. J'ai pensé à la vidéo qu'il lui avait envoyée. J'ai pensé à la vaisselle sale. J'ai pensé au silence. Le plan, An van Quo Injading Hanfouk. Il continue d'exposer des photos de famille heureuses. Il n'exposait pas son bonheur. Il exposait sa propriété. Regardez ce que je possède. Regardez comme ma vie est parfaite. Cette photo n'était pas un souvenir. C'était un mensonge. C'était une arme. Une arme pour prouver au monde qu'il avait raison et que j'avais tort. Une arme pour prouver que si notre maison était un enfer, c'était de ma faute. Car, regardez, lui, il faisait tout bien. Et moi, je jouais le jeu, le plan. Kovan Minkue, Niubentram Chambran. Elle sourit toujours, mais à l'intérieur, elle est vide. Je continuais à sourire. Quand je déposais Chloé à l'école, les autres mères me saluaient, Métier. Bonjour Élise, ça va? Tu as l'air en forme. Bonjour, oui très bien, merci. Et vous? Mon sourire était un masque, il était collé à mon visage. J'avais l'impression qu'il était en plâtre, mais en dessous, il n'y avait rien. Le 21 disait Trongron, vide. C'est exactement ça. Ce n'était pas de la tristesse. La tristesse, c'est lourd, c'est chaud. C'était un vide froid, une absence, comme si on m'avait éviscéré. J'étais une coquille, je parlais, je marchais, je cuisinais pour Chloé. Mais je n'étais plus là. La femme de l'université, la femme qui riait sur le pont, la femme qui voulait voir un film de science-fiction.
Elle était morte. Antoine l'avait tuée. Et il avait laissé ce fantôme poli à sa place. Ce fantôme qui souriait sur les photos de famille. J'écrivais. J'écrivais mes articles sur le thé vert et les destinations romantiques. Je gagnais mes centimes. Mon compte en banque secret grossissait, lentement. Mais ce n'était plus assez. C'était une évasion pratique, mais ce n'était pas une libération. Ma voix. J'avais l'impression d'étouffer. Le silence à la maison était si épais qu'il me remplissait la gorge. J'avais besoin de parler. J'avais besoin de crier. Mais je ne pouvais pas. Si je criais, il gagnait. Un soir, Antoine s'est endormi tôt. Le micro-ondes, la douche, le lit, la routine. J'ai pris mon ordinateur, je suis allée dans le salon, j'ai ouvert un nouveau document. Pas mon dossier client, une page blanche. J'ai ouvert un navigateur, j'ai créé un blog, une plateforme gratuite. Pas de nom, pas de photo, juste un pseudonyme. Élise était morte. J'ai choisi la femme fantôme, le plan. Kobado vie by the onion, Andan, Numodkak Trilio. Elle commence à écrire sur le mariage anonymement, comme une thérapie. C'était ma thérapie. Mes doigts ont commencé à courir sur le clavier. Je n'ai pas écrit d'accusation. Je n'ai pas écrit « mon mari a fait ci » ou « il a fait ça ». J'ai écrit sur ce que je ressentais. J'ai écrit sur le froid. J'ai écrit sur ce que ça fait de devenir invisible dans sa propre maison. J'ai écrit sur l'odeur de la vaisselle sale, l'odeur de l'amour qui se décompose. J'ai écrit sur le son du silence, le son d'une porte qui se ferme, le son d'un téléphone qui se verrouille. J'ai décrit sur ce que ça fait de sourire quand on veut mourir. J'ai écrit sur ce que ça fait de regarder l'homme qu'on a aimé et de ne voir qu'un compte en banque, un fournisseur, un propriétaire. J'ai écrit sur la honte de tendre la main pour l'argent des courses, la honte de ne plus se souvenir de la dernière fois qu'on a ri, la honte de se regarder dans le miroir et de voir le visage d'une étrangère fatiguée, une étrangère pâle, un fantôme. Je n'ai pas mentionné la vidéo, je n'ai pas mentionné Sophie, c'était trop réel, mais j'ai écrit sur le mépris, j'ai écrit sur ce que ça fait d'être un échec, aux yeux de la seule personne dont l'opinion comptait autrefois. J'ai écrit pendant des heures, les larmes coulaient. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement. Chaque mot était une goutte de poison qui sortait de moi. Chaque phrase était une bouffée d'air. Je respirais. Pour la première fois, depuis des semaines, je respirais. J'ai appuyé sur publier, j'ai fermé l'ordinateur. Je suis allée me coucher. Je n'ai pas regardé Antoine. Je me suis endormie. Vraiment endormie. Le lendemain, j'ai vérifié le blog. Quelqu'un avait lu. 10 personnes. Puis 20. Il y avait un commentaire. C'est mon histoire. Merci. J'ai continué. Chaque soir, Antoine s'endormait. La femme fantôme se réveillait. J'ai écrit sur le cinéma, sur ce que ça fait de se souvenir des baisers au goût de sel et de ne plus avoir que le goût de la cendre dans la bouche. J'ai écrit sur l'université, sur la promesse d'une vie brillante et la réalité d'une cage dorée. J'ai écrit sur les centimes, sur ce que ça fait de se battre pour sa propre valeur, pendant que l'autre vous dit que ça n'en vaut pas la peine. Les lecteurs sont venus, 100, puis 1000, des femmes, surtout des femmes. Elles commentaient « Je vous comprends, tenez bon. Vous écrivez ce que je n'ose pas penser. » C'était un baume, c'était une communauté. Je n'étais plus seule. Mon vide commençait à se remplir, pas d'amour, mais de quelque chose d'autre, de solidarité, de force, de respect, mon tutran. Mon respect de moi-même, il revenait. Je n'étais pas folle, je n'étais pas une furie hystérique, j'étais une femme qui souffrait, et il y en avait d'autres, des milliers d'autres. Et puis, un soir, un nouveau commentaire est apparu. Il était différent des autres. Il n'était pas compatissant. Il était en colère. C'était une femme. Marie 75. Elle a écrit « J'ai lu tous vos articles, c'est ma vie, mot pour mot, le silence. Le mépris déguisé en fatigue, le contrôle par l'argent, le jeu des apparences. Mon mari fait la même chose. Il montre nos photos de vacances à tout le monde. Et à la maison, il ne me touche plus. » Elle a continué. « Mais en vous lisant, je ne ressens plus de la tristesse. Je ressens de la colère et j'ai une question. Pour vous et pour moi. » J'ai arrêté de respirer. J'ai lu la suite. Le plan, Modok Jabinluan, Taisa Funu Fetudun. Un lecteur commente « Pourquoi les femmes doivent-elles endurer ? Pourquoi est-ce que nous supportons ça ? Pourquoi les femmes doivent-elles endurer tout ça ? Pour les enfants, pour les apparences, pour l'argent ? À quel moment dans notre propre vie commence-t-elle ? Je suis restée immobile, mon cœur battait fort. Pourquoi ? J'ai relu sa question. Pourquoi les femmes doivent-elles endurer ? Le plan. Kodungle Tuhoi, Tade Taisao. Oh, elle s'arrête, se demande. Vraiment, pourquoi ? J'ai levé les yeux de mon écran. J'ai regardé le salon, silencieux, propre, de mon côté, sombre.
J'ai regardé mon reflet dans la vitre noire de la fenêtre. Le fantôme me regardait, et je lui ai posé la question. Oui, ma voix était un murmure. That day, Tessao. Vraiment, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'endure ça? Pour Chloé? Est-ce que c'est ça, l'exemple que je veux lui donner? Une mère silencieuse, un père méprisant, une maison froide. Est-ce que c'est ça, l'amour? Est-ce que c'est ça, une famille? Pourquoi est-ce que j'endure cet homme qui m'a filmé et qui a partagé ma honte avec une autre femme? Pourquoi? La question n'était plus une question, c'était un marteau, et il venait de briser la glace. Pourquoi? La question de cette lectrice, Marie 75, tournait en boucle dans ma tête. Elle ne me quittait plus. Elle était là quand je me suis levée. Elle était là quand j'ai lavé ma tasse, et seulement ma tasse. Elle était là quand j'ai déposé Chloé à l'école, en souriant à la directrice. Pourquoi est-ce que nous endurons? Ce n'était plus une question, c'était un marteau qui brisait le plâtre de mon sourire, un marteau qui fissurait la glace du silence. Je sentais quelque chose de nouveau en moi. Ce n'était pas du vide, ce n'était pas du froid. C'était une colère sourde, lente, mais incroyablement chaude. C'était le sang qui revenait dans un membre gelé. Ça faisait mal, mais ça prouvait que j'étais encore en vie. Ce soir-là, je savais qu'il rentrerait tard. Il me l'avait envoyé par message. Un message sec. Dîner client, 22 heures. Pas de client A, pas de désolé. Juste un fait, une transaction d'information. D'accord, avais-je répondu. Chloé et moi avons dîné. Elle était agitée. Elle avait mal dormi. J'ai senti la tension monter. C'est l'heure des devoirs, ma chérie. Non, je veux regarder la télé. D'abord les devoirs, ensuite la télé. Elle a traîné les pieds, elle s'est assise. C'était encore les maths, encore ces maudites additions. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai respiré. Tu n'es pas la femme de la vidéo. Tu n'es pas la femme de la vidéo. Pourquoi est-ce que tu endures? La question m'a donné une étrange patience. Une patience froide, calculée. Allez, ma chérie, on va le faire ensemble. 8 plus 6. Je ne sais pas. Bien sûr que si. Tu prends le 8. Tu as besoin de combien pour faire 10? Je m'ennuie, c'est nul. Elle a jeté son crayon par terre. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré. J'ai ramassé le crayon. On recommence. J'ai expliqué. 1 fois. Elle a regardé la mouche qui volait au plafond. J'ai expliqué. 2 fois. Elle s'est gratté le nez. J'ai expliqué. 3 fois. Elle a bâillé, un bâillement long, bruyant. Maman, je suis fatiguée. Je veux dormir. Il était 8 heures du soir. Chloé, tu n'as pas fait un seul calcul. C'est parce que tu cries. Je n'avais pas crié. Pas encore. Je ne crie pas, Chloé. Je t'explique. Si, tu cries tout le temps. Tu es méchante. Et là, le marteau a frappé. La colère contre elle? Non. La colère contre lui. Contre cet homme qui avait appris à sa propre fille à me voir comme une méchante. Contre cet homme qui m'avait transformée en ce monstre. Chloé, ma voix a monté. Brusquement. Tu vas te taire et tu vas m'écouter. Elle a sursauté. Ses yeux se sont agrandis. C'est simple. 8 plus 6. 8 dans ta tête, 6 sur tes doigts. Compte. Je criais. Je hurlais. J'étais redevenue elle, la femme de la vidéo. La furie, le monstre. Compte. J'ai dit. Chloé a éclaté en sanglots. Des larmes de terreur. Je te déteste. Je te déteste. Elle s'est enfuie de sa chaise, a couru dans sa chambre et a claqué la porte. Le bam de la porte a résonné. Puis, le silence. Juste ses sanglots, étouffés par le bois. Je suis restée assise, tremblante, les mains à plat sur le cahier de maths. J'ai échoué, encore. J'ai laissé la colère gagner. Pourquoi est-ce que j'endure? J'ai enduré pour ça, pour terrifier ma propre fille, pour devenir cette chose. Je me suis levée, les jambes faibles. Je suis allée vers sa porte. J'ai posé ma main sur le bois. Chloé, ma chérie, ouvre-moi, je suis désolée. Non, va-t-en, je veux papa. Elle voulait papa. Elle voulait l'homme qui n'était jamais là. Elle voulait l'homme qui abandonnait au bout de 10 minutes. Elle voulait l'homme qui disait que j'étais le problème. J'ai senti quelque chose mourir, définitivement. J'ai retiré ma main de la porte. C'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'est ouverte. Le clic de la serrure, mon cœur s'est arrêté. Il était 9 heures. Il était rentré tôt, pas 22 heures. J'ai entendu ses pas. Je suis sortie de la chambre de Chloé, juste au moment où il entrait dans le salon. Il s'est arrêté. Il a vu mon visage, mes yeux. Il a entendu les sanglots de Chloé dans la chambre. Il a posé sa mallette. Il était là. Son manteau était encore sur lui. Il s'est appuyé contre le chambranle de la porte du salon. Il n'a pas dit bonsoir. Il s'est frotté le front. Il a pris une profonde inspiration avant de parler. Une inspiration bruyante, fatiguée, comme si cet endroit n'était pas sa maison, mais un champ de bataille. Le même regard, le même geste que la dernière fois,
l'homme qui rentre dans l'arène. Qu'est-ce qui se passe encore? Sa voix était lasse. La porte de Chloé s'est ouverte. Elle a vu son père. Papa! Elle a couru. Elle m'a bousculée pour passer. Elle s'est jetée dans ses bras, s'accrochant à sa jambe. Papa! Papa! Maman, elle a encore crié. Elle est méchante. Je la déteste. Elle pleurait. Antoine a baissé les yeux vers elle. Il m'a regardée. Par-dessus la tête de notre fille. Son regard. Ce n'était pas de la compassion pour Chloé, c'était de la justification. Un regard qui disait « Tu vois, j'ai raison, c'est ça que je fuis. » Il a caressé les cheveux de Chloé. Il a essayé de sourire. « Salut, ma puce. »« Papa, aide-moi. Je ne veux pas qu'elle m'aide. » Elle l'a tiré par la main. Il a soupiré. Il a enlevé son manteau. Il s'est assis à la petite table. À ma place. Une bouffée d'alcool m'a frappé. Pas seulement du vin, du whisky, encore. Le dîner client avait été bien arrosé. Il a regardé le cahier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? 8 plus 6, c'est facile, ça. Chloé le regardait avec adoration. Il a commencé à expliquer. J'ai regardé, je suis resté debout, dans le coin. Le fantôme, l'accusé. Il a expliqué pendant, 5 minutes, il était patient, au début. Puis Chloé a recommencé. Elle était fatiguée, elle était contrariée. Non, c'est pas comme ça. Si, ma chérie. Regarde, oui, non, toi aussi tu cries. Je ne crie pas, Chloé. Sa voix commençait à s'impatienter. Allez, concentre-toi. Et j'ai soif. Il s'est tourné vers moi. Elle a soif. Je sais, ai-je dit, d'une voix morte. Je suis allée chercher de l'eau, je lui ai donné. Il s'est rassis, j'ai vu son visage. Le sourire avait disparu. Ses sourcils se fronçaient. Allez, Chloé, on finit. 9 plus 3. 13? Non, 9 plus 3. 11? Il a regardé le plafond. Il a soupiré. Il s'est levé brusquement. Chloé a sursauté. Papa, j'ai trop bu, dit-il, en se massant les tempes. Le dîner, c'était lourd. Je dois prendre une douche. J'ai eu une grosse journée. Il a quitté la chambre. Chloé l'a regardé partir. Mais, papa, tu n'as pas fini. Il n'a pas répondu. Je l'ai entendu entrer dans la salle de bain. Je l'ai entendu s'asseoir sur les toilettes. Le bruit de son téléphone qui s'allume. Il y est resté longtemps. Très longtemps. 20 minutes. Puis j'ai entendu l'eau de la douche. Encore. Longtemps. Une demi-heure. Il fuyait. Il ne pouvait pas gérer. 10 minutes. Il ne pouvait pas gérer 10 minutes de ce qu'il me laissait gérer tous les jours. Quand il est sorti de la salle de bain, Chloé s'était endormie depuis longtemps. Elle s'était endormie sur la table, la joue écrasée contre le cahier de maths. Je l'avais portée jusqu'à son lit. Je l'avais bordée. J'étais retournée au salon et j'attendais. Cette fois, j'attendais. La colère était toujours là, froide, dure, comme un diamant. Il est apparu dans le couloir, son peignoir de bain marron, la ceinture nouée, l'odeur de whisky et de savon, ses cheveux mouillés, plaqués sur son crâne. Il m'a regardé. Je le regardais. Je ne me suis pas détournée. Il a froncé les sourcils. Il a jeté un regard vers la chambre de Chloé. Et puis, il l'a dit. Le plan. Konoa et Aigechechu Tontrankwakon. Cette phrase a tué le dernier morceau de respect. Comment est-ce que tu lui apprends les choses, d'habitude? Sa voix était basse, accusatrice. Je n'ai pas répondu. Un problème aussi simple et elle n'y arrive pas? Il a secoué la tête, comme s'il était profondément déçu. Par moi. Élise, il faut faire attention à la méthode. Il s'est rapproché. On doit faire attention à notre façon d'enseigner. Il a fait une pause. Et puis, il a porté le coup de grâce. L'hypocrisie la plus pure que j'ai jamais entendue. Il ne faut pas toujours crier. Ça ne sert à rien. Le dernier morceau de respect. Le 21 avait raison. Il n'est pas mort. Il a été assassiné. Cet homme qui avait fui au bout de 10 minutes. Qui était ivre? Qui avait appris à sa fille à me haïr? Cet homme osait me donner des leçons. Cet homme osait me dire de ne pas crier. La colère. Elle était si pure. J'ai senti un sourire se former sur mes lèvres. Ce n'était pas mon sourire. C'était le sourire du fantôme. Tu as raison, Antoine. Ma voix était calme, douce. Tu as absolument raison. Il ne faut pas crier. Il a été surpris. Il s'attendait à une bagarre. Voilà, c'est bien que tu comprennes. Il a bâillé. Je suis fatiguée. Je vais me coucher. Bonne nuit, Antoine. Il est allé dans la chambre. Je suis restée dans le salon. Immobile, j'ai attendu d'entendre sa respiration devenir lourde. Mon cœur battait, non pas de peur, d'adrénaline, je savais. Il avait fait une erreur. Il avait laissé son téléphone, sur le chargeur, dans la cuisine, pas dans la salle de bain, pas dans la chambre. Il était ivre, il était fatigué, il l'avait oublié. Je me suis levée, je suis allée dans la cuisine. L'évier était vide, il avait fait la vaisselle ce matin. Un bon mari, j'ai pris le téléphone. Il était allumé, en charge.
Je n'avais pas son code, je n'en avais pas besoin. Les notifications étaient sur l'écran de veille, WhatsApp, Sophie B. Il y a 30 minutes, pendant qu'il était sous la douche. Son message à elle. Round 2, c'est encore pire ce soir, je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Et juste au-dessus, une vidéo, la vidéo qu'il avait prise ce soir. Il n'était pas rentré à 9 heures par hasard. Il était rentré, il m'avait entendu crier, et il était resté dans le couloir. Il m'avait filmé, encore. Le plan. Kofatien, an l'aiguille d'Ouandoche autre lit. Il l'avait envoyé. Il avait envoyé la preuve. Regarde comme elle est folle. Regarde ce que j'endure. La réponse de Sophie. Mon pauvre, vous êtes un saint. Vous devriez rentrer plus tard. Ou pas du tout. Ou pas du tout. J'ai regardé l'écran. La vidéo. Ma voix. Le message d'Antoine. La réponse de Sophie. Le Vanin avait raison. Le plan. Twist Kamsouk. Renfait Famboy Tessak. Malafamboy Dendu. Ce n'était pas une trahison physique. Je m'en fichais de ça. C'était une trahison de l'honneur. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une erreur. C'était systématique. Il était en train de construire un dossier contre moi. Il documentait ma folie. Il l'utilisait pour gagner la pitié d'une autre femme. Il me détruisait, morceau par morceau, et il utilisait ma propre douleur comme arme. J'ai reposé le téléphone. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien ressenti. Le vide, le froid. Non, pas le vide. Une certitude froide, dure et tranchante comme l'acier. C'était fini. Ce n'était plus un mariage, c'était une exécution. Et je n'allais pas être la victime. La question n'était plus « Pourquoi est-ce que j'endure ?» La question était « Comment est-ce que j'arrête ?» Le retournement du destin, c'était ça. Ce n'était pas lui qui partait, c'était moi. J'ai reposé le téléphone, exactement au même endroit, sur le chargeur. L'écran s'est éteint, retournant au noir. La cuisine était silencieuse. Il n'y avait pas d'odeur de nourriture aigre. Le plan de travail était propre. L'évier était vide. Antoine l'avait nettoyé ce matin-là. L'homme qui nettoyait la cuisine le matin était le même homme qui filmait sa femme en train de s'effondrer le soir. Le même homme qui envoyait la vidéo à son assistante. Vous êtes un saint. Un frisson m'a parcouru. Pas de colère cette fois. La colère était partie. Elle avait brûlé et il ne restait que de la glace. Une certitude froide. J'ai quitté la cuisine, j'ai traversé le salon sombre. Je suis allée dans la chambre de Chloé. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement. Elle a grincé. Je suis entrée. La veilleuse en forme de lune projetait une lueur douce sur le mur. Elle dormait. Le plan, Konin Kongu. Elle était sur le dos, la bouche entr'ouverte, son visage, si paisible, ses joues étaient encore un peu rouges, gonflées par les larmes qu'elle avait versées. Elle avait serré son lapin en peluche contre sa poitrine. Elle avait crié « Je te déteste ». Elle avait crié « Je veux papa ». Elle voulait l'homme qui dormait dans la chambre d'à côté. L'homme qui l'avait abandonné au bout de 10 minutes. L'homme qui l'avait utilisé comme une excuse pour me blâmer. J'ai regardé ma fille, et c'est là que les larmes sont venues. Le plan. Nokmatreux. Elles n'ont pas fait de bruit. Elles ont juste coulé. Chaudes, silencieuses. Elles ne coulaient pas pour moi. Elles ne coulaient pas pour Antoine. Elles coulaient pour elle, pour cette petite fille. Prise au piège, entre une mère monstre et un père fantôme. Prise au piège dans une maison où le silence était une arme et où les cris étaient des preuves à charge. Quel genre de femme étais-je devenue? Je l'avais terrifiée. Et le pire, c'est que je savais qu'Antoine m'avait filmé la première fois. Et je l'avais fait quand même. Je n'avais pas pu me contrôler. J'avais laissé sa cruauté, son mépris, me transformer en la chose même qu'il prétendait que j'étais. Il avait gagné. Il m'avait poussé à bout, avait enregistré ma chute et l'avait envoyée à son public. J'étais son divertissement. J'étais son alibi. Et ma fille était le dommage collatéral. J'ai tendu la main. J'ai caressé sa joue. Elle a soupiré dans son sommeil. « Je suis désolée, ma chérie. » ai-je murmuré. « Je suis tellement désolée. Maman va te sortir de là. » Je ne savais pas comment. Mais je savais pourquoi. Ce n'était plus « pourquoi est-ce que j'endure ?» C'était « je n'endurerai plus. » Pas pour moi. Pour elle. Je ne la laisserai pas grandir en pensant que c'est ça, l'amour. Je ne la laisserai pas grandir en pensant que les femmes sont faites pour crier et que les hommes sont faits pour fuir. Je suis restée là, à la regarder, longtemps, mémorisant chaque détail de son visage. Puis je suis sortie. J'ai fermé la porte, doucement. Je suis retournée dans le salon. Antoine ronflait. Un son grave, régulier. Il dormait du sommeil de l'homme juste. Le sein. J'ai pris mon ordinateur sur mon bureau. Je me suis assise sur le canapé. J'ai ouvert l'écran. La lumière m'a aveuglée une seconde. J'ai baissé la luminosité. Je n'ai pas ouvert mon blog. Je n'ai pas ouvert mes articles sur le thé vert.
J'ai ouvert un nouveau document. Une page blanche, vide, comme ma vie. J'ai regardé le curseur clignoter. Bip, bip, bip. Le son de ma vie qui s'épuise, j'ai posé mes doigts sur le clavier. Et j'ai commencé à écrire. Le plan. Mot laptop, vie. Je n'ai pas écrit « Cher Antoine », je n'ai pas écrit « Je te quitte ». J'ai écrit le plan « Ne mo ngai antatsu me moi vitoi ». Si un jour tu es vraiment fatigué de moi, je ne te dérangerai plus. Tu n'auras plus besoin de faire des heures supplémentaires pour m'éviter. Tu n'auras plus besoin de dîner dehors avec des clients. Tu n'auras plus besoin de te cacher dans la salle de bain avec ton téléphone. Tu seras libre. Tu te souviens de l'université de Lyon? Tu te souviens du studio sous les toits? Tu te souviens de l'odeur des pâtes au beurre? Moi, je m'en souviens. Je me souviens de l'homme qui m'a embrassé sur le pont de la Guillotière. L'homme qui parlait de cinéma pendant des heures. L'homme qui voyait le monde en couleurs vives. L'homme qui me voyait. Moi. Où est-il parti, Antoine? Quand est-il mort? Est-ce que c'est l'argent qui l'a tué? Est-ce que c'est le succès? Ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi, la mère au foyer fatiguée? La femme qui ne gagne que des centimes, qui l'a déçu à ce point? Tu dis que je crie. Tu as raison, je crie. Je suis devenue cette femme, cette furie, cette caricature de moi-même. Mais tu es-tu déjà demandé pourquoi? Je crie parce que le silence m'étouffe. Je crie parce que si je ne crie pas, je vais disparaître. Je crie parce que tu as arrêté de m'écouter il y a des années. Tu n'entends plus mes mots, tu n'entends que mes bruits. Et tu les trouves dérangeants. Tu m'as filmé 2 fois. Tu as filmé ma honte, mon échec, et tu l'as envoyé à une autre femme. Tu as partagé mon moment le plus bas pour te faire plaindre par elle. Tu as pris ma douleur et tu l'as transformée en ton excuse. Tu m'as trahi. Non, tu n'as pas trahi notre lit. Tu as trahi notre vie. Tu as trahi la femme qui a renoncé à sa carrière pour élever ta fille. Tu as trahi l'étudiante qui partageait tes chips dans le noir. Tu as trahi mon honneur. Et ça, Antoine, ça ne se pardonne pas. Alors oui, tu es fatigué de moi. Et moi, je suis fatigué de tout. Je suis fatigué de la vaisselle. Je suis fatigué de tes soupirs. Je suis fatigué de demander de l'argent. Je suis fatigué de sourire sur tes photos de famille parfaite. Je suis fatigué d'être le fantôme dans ta maison. Je suis fatigué d'être le monstre pour ma fille. Je ne te dérangerai plus. Je ne te demanderai plus de griller des tartines. Je ne te demanderai plus de m'emmener au cinéma. Je ne te demanderai plus de m'aider avec les devoirs. Tu vas avoir la paix. Tu vas pouvoir rentrer chez toi, dans une maison silencieuse. Une maison sans cri. Une maison sans moi. J'espère que tu seras heureux. J'espère que Sophie sera fière de toi. Elle aura enfin réussi à sauver son sein. J'ai arrêté d'écrire. Mes doigts me faisaient mal. J'ai relu. Tout était là. Ma colère, ma peine, mon dégoût et ma libération. J'ai senti la tentation. Appuyer sur envoyer. Lui envoyer ça. Le réveiller avec la vérité. Lui faire exploser son monde au visage. Le plan. Nyungtei Giden Lyon, Colophile. Mais non. Pourquoi? Pour qu'il le lise. Pour qu'il le nie. Pour qu'il le transfère à Sophie en disant « Regarde, elle est folle, je te l'avais dit ». Non, il ne méritait pas mes mots. Il ne méritait pas ma vérité. Il ne méritait rien. Cette lettre n'était pas pour lui. Elle était pour moi. C'était mon acte de décès. L'acte de décès de la femme qui l'avait tué. J'ai déplacé ma souris. Pas envoyé. Fichier. Enregistré sous. Le curseur clignotait. Quel nom donner à la fin de ma vie? J'ai pensé au matin. J'ai pensé au grille-pain vide. J'ai pensé au film que je n'avais pas vu. J'ai pensé à tout ce que nous avions laissé en suspens. Tout ce qui avait pourri sur place. J'ai tapé le nom. Le plan sans aide atteint. Boakum Shekipdon. Le repas qui n'a pas été servi. J'ai enregistré le document. J'ai fermé l'ordinateur. Le silence. J'ai entendu un bruit sourd, rythmé. Le plan. Chi contient Mai Jacquay 2. Le lave-linge. J'avais lancé une machine avec l'uniforme d'école de Chloé avant de la coucher. Le cycle d'essorage. Vroom, vroom, vroom. Le seul son de vie dans cet appartement. Un son froid, mécanique, qui lave, qui nettoie la saleté. Encore et encore. Je me suis levée. Le canapé a craqué. J'ai regardé vers la cuisine. La lumière était éteinte. Le plan, Anne-Saint-Tat. Mais je savais ce qu'il y avait sur le comptoir, à côté de l'évier vide, l'assiette d'Antoine, celle qu'il avait utilisée pour son repas au micro-ondes, sa fourchette, son verre de whisky, le plan, Konin Bep, Bonreux Vandeichen. L'évier était vide, mais le cycle avait recommencé. La bataille était terminée. La guerre était perdue. Ou gagnée, cela dépendait du point de vue. J'ai regardé cette assiette sale. Elle ne me provoquait plus rien. Ni colère, ni ressentiment, juste de l'indifférence. Le plan. Onyen daketuk nyunkom aitunbo. Notre mariage était terminé. Il était mort.
Il gisait là, dans le noir, quelque part entre un lave-linge qui tourne et une assiette sale. Il n'y avait pas eu de déclaration, pas de cri, juste un clic de caméra et un fichier, sauvegardé sur un disque dur. Le repas qui n'a pas été servi. J'ai éteint la petite lampe du salon. L'appartement Faethia a été plongé dans l'obscurité totale. Seul le vroom-vroom de la machine continuait, le son de la fin et du commencement. Du point de vue d'un observateur, il se passa ceci. Le silence s'était installé. Ce n'était plus un silence lourd, pesant, comme une couverture mouillée. C'était un silence nouveau, un silence froid, propre et tranchant, un silence chirurgical. Cela faisait 1 mois que le repas qui n'a pas été servi avait été sauvegardé, 1 mois que la guerre avait été déclarée, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. La vie continuait. Mais ce n'était plus la même vie. Élise était devenue quelqu'un d'autre. Le fantôme était parti, remplacé par une administratrice efficace. Elle se levait à 6 heures. Elle préparait Chloé pour l'école. Elle lavait sa tasse, son bol, sa cuillère. Elle laissait l'assiette d'Antoine de la veille au soir dans l'évier. Elle ne disait plus « Tu n'as pas fait la vaisselle ». Elle ne disait plus rien. Elle partait, elle revenait, elle s'asseyait à son bureau et elle écrivait. Ses doigts volaient sur le clavier. Pendant des heures, elle ne s'arrêtait que pour s'occuper de Chloé. Quand Antoine rentrait, elle levait à peine les yeux. « Bonsoir. » Et qu'elle était bon, ça était polie, claire et incroyablement distante. Elle n'était plus en colère, elle n'était plus triste, elle était absente. Elle était une employée modèle dans la maison, une mère parfaite pour Chloé. Mais pour lui, elle n'existait plus. Antoine, lui, devenait fou. Au début, ce silence avait été un soulagement. Fini les disputes, fini les pleurs, fini le drame. Il avait gagné. Il lui avait prouvé quel était le problème. Mais maintenant, ce silence était une torture. Il rentrait. Il disait « Je suis fatiguée ». Avant, elle aurait soupiré, ou elle se serait plainte. Maintenant, elle disait « D'accord », et elle continuait à taper. Il essayait de la provoquer. « J'ai encore un dîner client demain. »« Très bien, prends tes clés, au cas où je dormirai. » Elle ne se battait plus. Elle ne se souciait plus de savoir si c'était client A ou Sophie. Elle s'en fichait. L'homme qui s'attendait à être le centre d'un drame se retrouvait à jouer tout seul, dans une salle vide. Il n'avait plus de furie à filmer. Il n'avait plus de victimes à qui se plaindre. Il n'avait plus de public. Même Sophie, à distance, commençait à trouver ses plaintes répétitives. Elle ne vous parle toujours pas. C'est étrange. Oui, c'était étrange. Il avait l'impression de s'effacer. Il lavait sa propre vaisselle. Il faisait ses propres lessives. Parfois, il criait « Tu ne peux pas m'aider ? Tu vois bien que je suis débordée. » Elle levait les yeux de son écran. « Je suis en train de travailler. Je dois livrer cet article avant minuit. » Tes articles, tes centimes. Bon, elle ne bronchait pas. Oui, mes centimes. Et elle se remettait à écrire. Il était l'étranger. Il était le fantôme. L'appartement était à elle. La vie était à elle. Il n'était plus qu'une source de revenus. Un colocataire qui payait le loyer. Cette inversion des rôles le terrifiait. Il avait besoin qu'elle soit le monstre pour qu'il puisse continuer à être le saint. Mais elle refusait de jouer. C'était un samedi matin gris et froid de novembre. Élise avait emmené Chloé à son cours de natation. L'appartement était silencieux. Antoine était assis à son bureau, dans la petite pièce qu'il appelait son bureau. Il essayait de travailler, mais il n'y arrivait pas. Le silence était trop fort. Il regardait son téléphone. Il regardait la photo de famille parfaite. Il lisait le commentaire de Sophie. Une si jolie femme. Il se sentait vide. Son téléphone sonna. C'était sa mère. Il décrocha, reconnaissant de ce bruit. « Maman, ça va ?»« Antoine, mon chéri. Oui, ça va merveilleusement bien. » Sa voix était joyeuse. Plus joyeuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je voulais juste vous remercier encore. » Antoine fronça les sourcils. « Te remercier pour les fleurs de la semaine dernière ? Ce n'est rien, maman. » Oh, les fleurs étaient charmantes. Oui, mais non. Je parle de l'opération. Je parle de l'argent. Il se figea. L'opération. Sa mère avait un problème de cataracte compliqué. L'opération coûtait cher. Le remboursement de la sécurité sociale était minime. Il avait dit qu'il s'en occuperait, mais il avait repoussé. Le contrat, le stress. L'argent ? Maman, je n'ai pas encore fait le virement, j'attendais. Le rire de sa mère l'interrompit. Oh, Antoine, tu es si modeste. C'est exactement ce qu'Élise m'a dit. Il ne respirait plus. Quoi ? Élise. Elle m'a tout expliqué. Elle a dit que c'était ton idée, mais que tu voulais que ça vienne d'elle. Mon idée ? Oui, elle m'a appelé il y a 3 semaines. Elle m'a dit «
Maman, Antoine est tellement stressé par son nouveau contrat. Il s'inquiète pour toi, mais il n'arrive pas à tout gérer. Nous en avons discuté. C'est lui qui t'envoie cet argent, mais c'est moi qui gère le virement, pour qu'il n'ait pas un souci de plus. » Sa mère continuait, sa voix pleine d'émotion. 3 000 €, Antoine, c'est une somme énorme. Elle m'a dit que c'était de votre compte épargne commun. Vous êtes un couple si uni, si prévenant. Je ne sais pas comment j'aurais fait. J'ai été opérée la semaine dernière. Je vois, mon chéri, je vois tout. C'est un miracle. 3 000 €. C'est lui qui t'envoie cet argent. Pour qu'il n'ait pas un souci de plus. Votre compte épargne commun. Chaque mot était un clou qui le fixait à sa chaise. Maman, je suis heureux que ça aille mieux. Je te rappelle. Tiens là, c'est ça. Et tu ne parles pas à Élise? Elle est là? Non, elle est sortie avec Chloé. Je lui dirai. Au revoir, maman. Il raccrocha. Il n'a pas posé le téléphone. Il l'a laissé tomber sur le bureau. 3 000 €. Son esprit s'emballa. Notre compte épargne? Il ouvrit son ordinateur portable. Il se connecta à la banque en ligne. Le compte joint. Solde. 200 €. Pas de retrait de 3 000 €. Il vérifia son compte personnel. Non. Il vérifia ses actions. Non. D'où venait cet argent? Et puis, il se souvint. Le rire moqueur qu'il avait eu. Tu restes éveillé jusqu'à minuit. Pour gagner quelques centimes. Ces centimes. Il se leva. Son cœur battait à tout rompre. Il alla dans le salon. Le bureau d'Élise. C'était son sanctuaire. Il n'y touchait jamais. Il se sentait sale. Il ouvrit le premier tiroir, des factures, des stylos, le deuxième tiroir, des carnets, le troisième, verrouillé. Bien sûr. Il força. Il n'était pas solide. Le bois céda avec un crack sec. À l'intérieur, ce n'était pas un journal intime. C'était un carnet de comptes et un livret de banque, un livret A, au nom de Élise Fournier, son nom de jeune fille. Il l'ouvrit. Il vit les dépôts. 50 €, 60 €, 100 €, 45 €, des mois et des mois de centimes. Elle avait tout mis là, chaque euro qu'elle avait gagné en écrivant sur le thé vert et les week-ends romantiques, l'argent qu'il méprisait, l'argent qui, selon lui, n'en valait pas la peine. Il tourna la page. Le solde était de 3 200 €. Et puis, il y a 3 semaines, un seul retrait. Virement, 3 000 €. Il resta là, le livret à la main. Le crack du tiroir résonnait encore dans l'appartement silencieux. Le plan, Antoine découvre qu'elle a envoyé de l'argent. Il avait trouvé. La vérité nue. Elle n'avait pas seulement payé pour sa mère. Elle avait utilisé son propre argent. L'argent qu'elle avait gagné à la sueur de son front, la nuit, et elle avait menti à sa mère. Le plan, pour ne pas lui faire perdre la face. Elle avait menti pour lui, pour le protéger, pour qu'il n'ait pas honte, pour qu'il garde la face, pour que sa propre mère continue de croire qu'il était un bon fils, un mari prévenant, un homme qui s'occupait de tout. Elle avait protégé son ego pendant qu'il était occupé à détruire le sien. Le téléphone. Son téléphone était toujours sur son bureau. Il y retourna comme un somnambule. Il le prit. Il ouvrit WhatsApp, la conversation avec Sophie. Il fit défiler. Il remonta. 3 semaines. Il chercha la date du virement. Il la trouva. Le 12 octobre. Il regarda la conversation avec Sophie ce jour-là. Rien. Il regarda le 13 octobre. Ah, le 13 octobre. C'était le soir où il était rentré tôt, le soir où il l'avait entendu crier sur Chloé, le soir où il était resté dans le couloir, le soir où il l'avait filmé. La deuxième fois. Il regarda son message. Round 2, c'est encore pire ce soir. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. La vidéo. Sa voix, stridente. La réponse de Sophie. Mon pauvre, vous êtes un saint. Il regarda la date du virement. 12 octobre. Il regarda la date de la vidéo. 13 octobre. Elle avait payé 3 000 € pour sauver sa mère, en secret, pour protéger son honneur. Et 24 heures plus tard, lui, il la filmait comme une bête, parce qu'elle était à bout de nerfs. Le plan. Alors que lui envoyait des vidéos de ses crises pour en rire avec d'autres. La juxtaposition, la vérité. Elle n'était pas nue, elle était brûlante, elle lui calcinait les mains. Il s'assit, non. Il s'effondra sur sa chaise. Le livret de banque dans une main, le téléphone dans l'autre. L'écran du téléphone était un miroir. Il voyait son propre visage, l'homme fatigué, le saint, le mari méprisé. Il regarda le livret, il regarda le téléphone. Et il a compris. Le plan. C'est lui qui est nu, pas elle. C'était lui le monstre. C'était lui le faible, c'était lui le pitoyable. Elle n'était pas une furie. Elle était une femme poussée à bout, une femme qui gérait la maladie de sa belle-mère, les devoirs de sa fille, et un travail de nuit, pendant que son mari se plaignait d'elle à son assistante,
Elle n'était pas seule, elle avait son travail, elle avait sa dignité, elle avait ce livret de banque, elle avait cette force. Lui n'avait rien. Il n'avait que ses mensonges, il n'avait que la pitié d'une assistante, une pitié basée sur une fraude. Il était seul, nu et pathétique. Il regarda la vidéo, il appuya sur play. Il entendit les cris d'Élise, mais pour la première fois, il n'entendit pas de la colère. Il entendit de la douleur, il entendit de l'épuisement. Il entendit le son d'un cœur qui se brise, un son qu'il avait lui-même enregistré. Il sentit une nausée monter. Il se leva en titubant. Il courut vers la salle de bain, il s'agenouilla devant les toilettes. Et il vomit. Il vomit le whisky de la veille. Il vomit les dîners clients. Il vomit son propre mépris. Il resta là, à genoux, le front collé à la faïence froide. Le sein était tombé, et il n'y avait personne pour le regarder chuter. Il resta à genoux sur le sol froid de la salle de bain pendant un temps qui lui parut infini. Le sein était mort. Le pauvre monsieur Antoine était un monstre. Il se releva en tremblant. Il regarda son reflet dans le miroir, le visage d'un homme qu'il ne reconnaissait pas, un visage blême, couvert de sueur froide, des yeux injectés de sang. Il se rinça le visage. Il se lava la bouche. L'odeur de bile et de whisky lui collait à la gorge. Il nettoya la cuvette. Il nettoya le sol, mécaniquement. C'était la première chose honnête qu'il avait faite depuis des mois. Nettoyer sa propre saleté. Il retourna dans le salon. L'appartement était silencieux. Mais ce n'était plus le silence d'Élise, c'était le sien. Un silence rempli de honte. Il regarda le bureau d'Élise. Le tiroir qu'il avait forcé. Le bois était fendu, le plaquage blanc éclaté, révélant l'aggloméré sombre en dessous. Une blessure, une autre violation. Il essaya de le refermer. Il ne s'ajustait plus. Il restait de travers. La preuve physique de son intrusion. Il ne pouvait pas le réparer. Il ne pouvait rien réparer. Il regarda le livret de banque qu'il avait laissé sur le bureau. À côté, son téléphone. Le livret de sa dignité. Le téléphone de sa trahison. Il resta là, debout au milieu du salon. Il attendait. Il attendait le son de la clé dans la serrure. Et pour la première fois de sa vie, il avait peur de rentrer chez lui. Non, il avait peur qu'elle rentre chez lui. Lui, il n'était plus chez lui. Il était un intrus. 1 heure plus tard, il entendit le bruit, le clic de la clé, le son de la porte qui s'ouvre, la voix de Chloé. Et après maman, j'ai nagé sans la frite. Tu as vu? J'ai nagé tout seul. La voix d'Élise, calme, douce. Je t'ai vue, ma chérie. C'était incroyable. Tu es un vrai poisson. Elles entrèrent. Chloé courut dans le salon, son sac de piscine rebondissant sur son dos. Papa, papa, j'ai nagé sans la frite. Antoine la regarda. Il essaya de sourire. C'est formidable, ma puce. Sa voix était rauque. Chloé s'arrêta. Elle pencha la tête. Papa, tu es malade? Tu es tout blanc. Non, ma chérie, juste fatiguée. Élise entra dans le salon. Elle enleva son manteau. Elle le suspendit. Elle regarda Antoine. Son regard glissa sur lui, poli, distant, comme on regarde un meuble. Bonjour, dit-elle, puis son regard se posa sur son bureau, sur le tiroir cassé, béant. Elle le regarda. 1 seconde, pas de choc, pas de colère, pas de surprise, juste un constat. Elle constata que le tiroir était cassé, comme elle constatait qu'il pleuvait dehors. Puis, son regard se posa sur le livret de banque, ouvert, posé sur le dessus du bureau. Elle le regarda, puis elle releva les yeux vers Antoine. Elle savait qu'il savait. Et elle attendait, toujours pas de peur, juste une attente, calme. Chloé, ma chérie, dit-elle sans quitter Antoine des yeux. Va dans ta chambre, mets tes affaires de piscine dans le panier, et tu peux regarder la télévision. Super. Chloé s'enfuit. La porte de sa chambre se ferma. Le son du dessin animé commença, et le silence revint. Un silence si lourd qu'il écrasait l'air. Antoine ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Le plan. Il cherche ses mots. Il balbutie des excuses. Toute son assurance, toute son éloquence de manager, toute sa supériorité, tout avait disparu. Il n'était qu'un homme. Un homme en peignoir, dans un salon, avec un tiroir cassé. Élise, sa voix se brisa. Elle ne dit rien. Elle se tenait là. Son manteau était rangé. Son sac était posé. Elle était prête. Il déglutit. La bile remontait. J'ai vu le tiroir. Il n'arrivait pas à le dire. Il montra le livret. J'ai vu l'argent. Il prit une inspiration. Ma mère, elle a appelé. Les larmes lui montaient aux yeux. Il les détestait. Elle m'a tout dit. Elle m'a dit ce que tu lui as dit. Il fit un pas. Et Élise, Et il regarda le téléphone sur son bureau, le téléphone de la trahison. Et j'ai revu les messages. Il la regarda.
Il la vit vraiment, cette femme, si mince, si fatiguée et si incroyablement forte. Je suis... Le mot ne venait pas. Il suffoquait. Pardon, ce n'était qu'un souffle. Élise, je t'en supplie. Pardon. Il pleurait, des larmes chaudes, de honte, l'homme qui s'était moqué de ses centimes, l'homme qui l'avait filmé, le saint. Il pleurait, il attendait qu'elle crie, qu'elle le frappe, qu'elle lui dise qu'il était un monstre. Il attendait l'explosion, la catharsis. Il attendait qu'elle lui donne une punition. N'importe quoi, mais pas ce silence. Élise le regarda. Elle regarda cet homme brisé. Cet homme qui pleurait devant le tiroir qu'il avait vandalisé. Elle inclina la tête, comme si elle regardait un insecte curieux. Et puis, elle parla. Sa voix n'était pas en colère, elle n'était pas triste, elle n'était pas triomphante, elle était calme, juste calme. Le plan, elle dit seulement « Antoine ». Il releva la tête, plein d'un espoir misérable. « Tu te souviens ? Me souvenir de... De quoi ?» Elle fit une pause si longue qu'il entendit le dessin animé dans la chambre de Chloé, le plan. Il avait promis de s'occuper des tartines. Ah, quand on était à l'université. Quand Chloé était petite, tu m'avais promis quelque chose. Il fronça les sourcils. Il ne comprenait pas. De quoi parlait-elle? Tu avais dit que le dimanche matin, ce serait toi qui ferais les tartines. Tu avais dit que tu n'aimais pas ma façon de les faire, qu'elles étaient toujours trop pâles. Tu avais dit que tu t'en occuperais, que tu n'oublierais pas. Antoine la regarda, abasourdi. Les tartines, elle parlait, des tartines, il venait de s'effondrer. Il venait d'avouer la trahison ultime, l'argent, les vidéos, la honte. Et elle lui parlait de tartines. Élise, je ne comprends pas. Je te parle de tout. Je sais de quoi tu parles, l'interrompit-elle, toujours cette voix calme. Mais tu as oublié. Tu as oublié les tartines, Antoine. Tu as oublié ce matin-là et le matin d'après. Tu as oublié pendant 3 ans. C'était une petite chose, si facile. Juste mettre 2 tranches de pain dans un grille-pain. C'est tout ce que je te demandais. Et tu as oublié. Le plan? Une phrase qui semble légère mais pèse comme un verdict. Une phrase. Légère comme l'air, sur les tartines, mais ce n'était pas une phrase, c'était un verdict, le plan. Il se figea. Antoine se figea, il arrêta de pleurer, le froid le saisit, il comprit tout. Il venait de confesser un meurtre, et elle lui répondait qu'il avait aussi oublié de sortir les poubelles. Elle ne mettait pas les 2 choses au même niveau. Elle lui disait que son grand crime n'avait pas plus d'importance que sa plus petite négligence. Elle lui disait que tout était la même chose, que le mépris dans la vidéo était le même mépris que celui du grille-pain vide, que l'homme qui trahissait sa femme avec une vidéo était le même homme qui ne pouvait même pas tenir une promesse aussi simple que de faire griller du pain. Ce n'était pas une invitation à se racheter, ce n'était pas un reproche, c'était un constat, un fait, la cause du décès, mort par un millier de petites coupures, mort par un millier de promesses oubliées, mort par un millier de tartines non grillées. Il n'y avait pas de pardon possible. Parce qu'il n'y avait plus rien à pardonner. On ne pardonne pas à un fantôme. On ne se met pas en colère contre une absence. Elle ne le détestait pas. C'était pire. Elle s'en fichait. Le plan. Il comprit pour la première fois ce qu'était la punition du silence. Et il comprit, pour la première fois, ce qu'était la véritable punition. Ce n'étaient pas les cris. Les cris, c'était de la passion. Les cris, c'était de la douleur. Les cris, c'était la preuve qu'elle tenait bien qu'au mec, qu'elle tenait encore à lui. La punition, c'était ce calme. La punition, c'était cette indifférence polie. La punition, c'était d'être réduit à une promesse de tartine oubliée. Il la regarda. Elle détourna les yeux. Non pas par gêne, mais parce qu'elle avait fini. Elle avait prononcé la sentence. Elle se dirigea vers la cuisine. « Chloé va bientôt avoir faim, dit-elle. Je vais préparer le déjeuner. » Il resta là, seul, au milieu du salon, avec le tiroir cassé, et le silence. Son silence à lui. Le silence de l'homme qui venait de comprendre qu'il avait tout perdu. Non pas aujourd'hui.
mais il y a longtemps, un matin, devant un grille-pain vide, du point de vue d'Élise. La conversation sur les tartines. Ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons eue. Après ça, que restait-il à dire? Il n'y avait plus rien. Le meurtre avait été avoué. Le verdict avait été rendu. La punition était le silence. Mais ce n'était plus mon silence. C'était le sien. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai regardé un homme se décomposer. Il n'est pas devenu le fantôme. Il est devenu un serviteur. Il essayait. Oh, comme il essayait. Il lavait la vaisselle avant même qu'elle ne touche l'évier. Il passait l'aspirateur. Il a essayé de réparer le tiroir. Il a mis de la colle à bois, mais c'était maladroit. Le tiroir restait de travers, une cicatrice permanente. Il me parlait. « Élise, j'ai acheté du poisson pour ce soir. Tu veux ?»« Non, merci. Chloé et moi avons déjà mangé. »« Élise, j'ai pensé, peut-être ce week-end, on pourrait... » « Je ne suis pas disponible ce week-end, Antoine. »« Élise. » Chaque fois que je levais les yeux vers lui, je voyais cet homme brisé, suppliant. Et je ne ressentais rien. Pas de pitié, pas de satisfaction, juste de l'agacement, comme un moustique qui vole trop près de votre oreille. Il n'était plus l'homme que je détestais. Il était juste gênant. Il avait besoin de mon pardon pour se sentir mieux. Il avait besoin de mon absolution pour redevenir le saint. Mais je n'avais rien à lui donner. On ne peut pas tirer d'eau d'un puits qui est à sec. Et mon puits était rempli de poussière. J'ai trouvé l'appartement un mardi. J'ai signé le bail un mercredi. Je lui ai annoncé le jeudi soir. Il était assis à la table de la cuisine. Il avait préparé le dîner. Une quiche, qui brûlait un peu sur les bords. Il avait l'air si fier. « Élise, j'ai cuisiné. Je suis restée dans l'entrée. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Il faut qu'on parle, Antoine. » Il s'est levé. « Oui, tu veux t'asseoir, manger ?»« Non, j'ai signé un bail aujourd'hui. Je pars. » Il s'est figé. La manique est tombée de sa main. « Tu pars en vacances ?»« Non, je pars. J'ai trouvé un appartement, près de la Croix-Rousse. » Il s'est appuyé sur le comptoir. Il est devenu encore plus blanc que le jour où sa mère l'avait appelé. « Mais, Élise, j'essaie. Tu vois bien, non ? J'ai fait la quiche. » Il a montré la quiche brûlée. La quiche, les tartines, c'était si pathétique. « C'est trop tard, Antoine. »« Mais, Chloé ? » ?»« Elle vient avec moi. »« Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre ma fille. Je ne le permettrai pas. » La colère, enfin. Il revenait à la vie. J'ai levé les yeux vers lui, et j'ai utilisé ma dernière balle. « Tu ne le permettras pas ?» Ma voix était si froide qu'elle aurait pu geler le feu. « Tu veux vraiment qu'on aille devant un juge, Antoine ?» Il s'est arrêté. « Tu veux que j'apporte les vidéos ?» Son visage s'est décomposé. « Les vidéos ? Celles que tu as envoyées à Sophie, celles où je crie, celles où tu me filmes. Tu penses qu'un juge appréciera de voir comment tu documentes le harcèlement moral que tu me fais subir depuis 1 an ? Tu penses qu'ils trouveront ça sain de ta part ?» Il a reculé. Ou peut-être, continuai-je, préférais-tu qu'on parle du compte en banque, du virement de 3 000 € que j'ai fait à ta mère, l'argent que j'ai gagné la nuit, pendant que tu m'ignorais, et comment, 24 heures plus tard, tu m'as filmé à nouveau, parce que j'étais épuisée. Il n'y avait plus de colère, il n'y avait plus que de la terreur. Il m'a regardé, il a compris. Il n'avait aucune arme, je les avais toutes. Ne fais pas ça, Élise. Je ne fais rien, Antoine, je pars. J'ai fait une pause, je ne veux rien de toi. Je ne veux pas ton argent, je veux juste ma fille, et la paix. Il s'est affalé sur la chaise, il a mis sa tête dans ses mains. D'accord, a-t-il murmuré. Il pleurait, mais cette fois, ses larmes ne m'ont rien fait. Et ce n'était que de l'eau salée. J'ai enlevé mon manteau. Je vais mettre Chloé au lit, ai-je dit. Je déménage samedi prochain. La conversation était terminée. Le plan. Elle quitte la maison, emménage dans un petit appartement, vit avec sa fille. Le déménagement a été rapide, silencieux. Il m'a aidé à porter les cartons de Chloé. C'était absurde. Il portait ses jouets de sa fille pour l'aider à le quitter. Il n'a pas pleuré. Il était juste gris. Quand le dernier carton a été dans la camionnette, je me suis retournée. L'appartement était vide. Mes meubles étaient partis. Il ne restait que son fauteuil, sa télévision, son lit. Il était là, au milieu du salon vide. Élise, au revoir, Antoine, je suis partie. Je ne me suis pas retournée. L'appartement de la Croix-Rousse est petit. Il n'a que 2 chambres. Les murs sont fins. On entend les voisins. Mais il est lumineux. Le soleil entre le matin. Il n'y a pas de longs couloirs sombres. Il n'y a pas d'odeur de vin aigre. Il sent la peinture fraîche, le savon et le café. C'est chez moi. Le plan. Chaque matin, elle fait griller du pain. Le premier matin, j'ai déballé mon grille-pain. Un petit grille-pain simple que j'avais acheté d'occasion pour 10 €.
Chloé était assise à la petite table de la cuisine, en train de dessiner. Elle était calme, elle ne se bat plus le matin. Elle choisit ses propres vêtements. Je ne crie plus, il n'y a plus de raison de crier. J'ai mis 2 tranches de pain de mie dans le grille-pain. J'ai appuyé sur le levier. Nous avons attendu. J'écoutais Chloé fredonner, le plan. Entendre le clic. Et puis, le son. Clic, un son net, sec, précis. Le son d'une promesse tenue. D'une machine qui fait ce pourquoi elle est faite. Les 2 tartines ont sauté. Elles étaient parfaitement dorées. J'ai respiré. Le plan. Plus d'odeur aigre, plus de colère. L'air sentait le pain grillé. C'est tout. Pas l'odeur de la vaisselle sale d'hier. Pas l'odeur du ressentiment. Juste du pain chaud. C'est une odeur si simple, si propre. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. J'avais juste faim. J'ai beurré les tartines. J'en ai donné une à Chloé. J'ai pris l'autre. J'ai croqué dedans. C'était chaud. C'était bon. Le plan. Réécrire l'ancien article. Plus tard dans la journée, Chloé faisait la sieste. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai ouvert le blog. La femme fantôme. Il y avait des centaines de messages. Où êtes-vous? Vous nous manquez. J'espère que vous allez bien. Et le message de Marie75. Pourquoi est-ce que nous endurons? J'ai regardé mes anciens articles. La douleur, le froid, le vide. J'ai cliqué sur nouveau message. Ce n'était pas la femme fantôme qui écrivait. C'était Élise. J'ai écrit. Pas sur la colère, pas sur le mépris. J'ai écrit sur la faim. J'ai écrit sur le fait de partir. J'ai écrit sur ce que ça coûte de rester. Et j'ai écrit sur ce que ça coûte de partir. Le plan, le republier, avec une note. C'était mon dernier article. Ma réponse à Marie75, ma réponse à moi-même. J'ai terminé par une seule note. Une note pour toutes les femmes fantômes. Le plan. Un mariage n'a pas besoin de se terminer en décidant qui a tort ou qui a raison. Un mariage n'a pas besoin de se terminer en décidant qui a tort ou qui a raison. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de monstre. Il n'y a souvent que 2 personnes qui se sont perdues en chemin. Le plan. Il a juste besoin de s'arrêter au bon moment. Un mariage n'a pas besoin de justice. Il n'a pas besoin de vengeance. Il a juste besoin de s'arrêter au bon moment, avant qu'il ne reste plus rien à sauver. Surtout, soi-même. J'ai regardé les mots. J'ai pensé à Antoine seul dans l'appartement vide. J'ai pensé à la quiche brûlée. J'ai appuyé sur publier. Et pour la première fois, je n'ai pas attendu les commentaires. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai fermé le blog. La femme fantôme était partie. Élise était là. J'ai entendu Chloé s'agiter. Je suis allée dans sa chambre. Le soleil de l'après-midi remplissait la pièce. « Bonjour, ma chérie. Bien dormi ?» Elle s'est étirée, a souri. « J'ai faim, maman. »« Moi aussi, » ai-je dit. « Allons prendre le goûter. » Et nous y sommes allés. Ensemble. Présentation. Par Élise. C'est un matin différent. Il n'y a pas de champ de bataille. Il n'y a pas d'odeur de nourriture aigre. Il n'y a pas de sonnerie de réveil stridente. Je me réveille naturellement à 6h30. Le soleil, dans notre ancien appartement de la Part-Dieu, la lumière était grise. Elle était bloquée par les autres immeubles. Elle était fatiguée. Ici, à la Croix-Rousse, nous sommes en hauteur. Le soleil entre. Le plan, un matin différent, le soleil filtre par la fenêtre. Il n'entre pas, il explose. Une lumière jaune, vive, pleine de promesses. Elle frappe le mur de ma petite cuisine et le rend doré. Je sors du lit. Je ne marche pas sur la pointe des pieds. Je n'ai peur de réveiller personne. Je vais dans la cuisine. Elle est minuscule, mais elle est propre. L'évier est vide. Il brille. Je l'ai nettoyé hier soir, avant de me coucher. Cela a pris 3 minutes. Je mets la bouilloire en marche. J'ouvre le placard. Je sors le pain de mie. Je sors mon grille-pain. Le mien. Celui à 10 €. Je mets 2 tranches dedans. J'appuie sur le levier. Le petit bruit sec. J'attends. J'écoute. Le silence. Pas le silence de la guerre. Pas le silence rempli de colère et de non-dit. Le silence paisible du matin. Le son de ma propre respiration. Le sifflement de l'eau qui chauffe. Et puis... Clic, le son le plus fiable au monde. Les 2 tartines sautent, sont parfaitement dorées. Chloé entre dans la cuisine. Elle se frotte les yeux, elle porte un pyjama avec des licornes. Elle ne traîne pas les pieds. Elle ne fait pas la moue. Elle me sourit. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Ah, puis elles sont bien dormies. Oui, j'ai rêvé que je volais. C'est un beau rêve. Elle s'assoit à la petite table. Je lui donne sa tartine. Je verse du jus d'orange dans son verre. Je me fais un café. Je m'assois en face d'elle, le plan. Elle et sa fille mangent leur tartine, souriant doucement. Nous mangeons, elle me raconte son rêve. Je lui parle de l'école aujourd'hui. Nous parlons. Nous rions. Un petit rire, le son du bonheur. Il est si simple. Il a le goût du pain grillé et du café chaud.
Je regarde ma fille, elle n'a plus peur de moi. Je ne suis plus un monstre, je ne suis plus un fantôme, je suis juste sa maman. J'entends un bruit à la porte d'entrée, le courrier. Je ne m'attends à rien, juste des factures. Je me lève, je reviens ma puce. J'ouvre la porte. Sur le paillasson, il y a le courrier habituel, des publicités, une facture d'électricité et un magazine féminin, un de ceux qui sont chers, un de ceux que je lisais avant, en rêvant. Je ne suis pas abonnée. Je le ramasse. Je le retourne. Mon cœur s'arrête. Ce n'est pas la photo d'une actrice ou d'un mannequin. C'est un titre, en grosses lettres. La femme fantôme. J'ai quitté ma cage dorée pour mes centimes. Le plan. Le livreur dépose un magazine dont son article fait la couverture. Et en dessous, le témoignage qui a bouleversé le web, par Élise Fournier. Mon nom, mon vrai nom, pas le pseudonyme, mes mains tremblent, je l'ouvre. Page 20, mon histoire, celle que j'avais écrite sur le blog. Mon dernier article, un éditeur m'avait contacté. Il avait lu « Pourquoi est-ce que nous endurons ?» Il avait lu ma réponse. Il m'avait dit « Votre voix est importante, les gens doivent en vous lire. » J'avais hésité, j'avais peur, peur d'Antoine, peur du jugement. Et puis j'avais regardé Chloé, et j'avais dit oui, j'avais réécrit mon histoire, pas seulement la douleur, mais la reconstruction, la fuite, la libération. Et maintenant, elle était là, sur du papier glacé, imprimé, réel, mes centimes, ce qu'il avait méprisé, ce qui, selon lui, n'en valait pas la peine. C'était devenu ma voix, c'était devenu ma liberté. C'était sur la couverture d'un magazine national. Je suis restée là dans mon entrée, le magazine à la main. J'ai pensé à Antoine. Je l'imagine voyant ça dans un kiosque. Je l'imagine lisant mon nom. Qu'est-ce que je ressens? De la victoire? Du triomphe? Non, rien de tout ça. Je ressens de la paix. Je ne lui ai pas pardonné. Je ne pense pas que je le pourrai un jour. Je ne pourrai jamais lui pardonner les vidéos. Je ne pourrai jamais lui pardonner d'avoir détruit mon honneur. Mais ce n'est pas grave. J'ai appris quelque chose en écrivant cette histoire, en vivant cette histoire. Le plan, la dernière ligne. Certaines choses n'ont pas besoin d'être pardonnées. Elles ont juste besoin de ne pas se répéter. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être pardonnées. Elles ont juste besoin de ne plus jamais se répéter. Je ne l'ai pas pardonné, mais je l'ai quitté. Et c'est tout ce qui compte. Je ne l'ai pas détruit. Je me suis juste sauvée. Maman, la voix de Chloé me tire de mes pensées. Je lève les yeux. Elle est dans l'encadrement de la porte de la cuisine, sa tartine à moitié mangée. « Tu as faim, maman? Tu n'as pas mangé. » Je souris. Je ferme le magazine. Je le pose sur la petite table de l'entrée. Je le lirai plus tard. Tu as raison, ma chérie, j'ai très faim. Je retourne dans la cuisine. Mon café a refroidi. Ma tartine est sur l'assiette. Froide, je m'assois, je la prends, je la mange, froide. Et c'est la meilleure tartine que j'ai jamais mangée. Le plan. Image finale. Une lumière jaune pâle brille sur la tartine. Le soleil de la Croix-Rousse entre par la fenêtre ouverte. Il fait une tache de lumière jaune pâle sur la table en bois. Elle éclaire les miettes de notre petit déjeuner. Le plan, bon. Une fine fumée se dissipe. Je regarde mon grille-pain. Il est silencieux. Il a fait son travail. Il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de drame. Le plan. Une toute petite chaleur, mais suffisante pour recommencer. Juste cette lumière et cette chaleur. L'odeur du café et du pain grillé. C'est une chaleur, une toute petite chaleur. Mais c'est la mienne, c'est notre chaleur. Et c'est suffisant, c'est largement suffisant pour commencer, quand même.